L'héroïne de cette histoire s'appelait Athanasia, un nom qui signifiait éternité. Elle était une princesse, la fille de l'empereur et de l'impératrice, cette dernière ayant perdu la vie en la mettant au monde. Avant de mourir, Diana, sa mère, lui laissa un baiser magique, bien que nul ne sache exactement ce qu'elle transmit à sa fille à ce moment-là. Après la mort de l'impératrice, l'empereur, fou de douleur, ordonna que tout fût brûlé et détruit, ne laissant en vie que l'enfant, la princesse Athanasia. Le véritable problème était que l'empereur ne montrait aucun signe d'affection envers elle. Il la confia aux soins de domestiques indifférents, persuadé que si même son propre père l'ignorait, il n'y avait aucune raison pour eux de s'en soucier davantage. Depuis son plus jeune âge, Athanasia parvenait à entrer dans un monde magique où une voix mystérieuse l'appelait. C'est là qu'elle découvrit un livre dans lequel elle pouvait contempler toute sa vie. « Alors, tout ce qui va m'arriver est déjà écrit ici ?» pensa-t-elle, stupéfaite. Le livre lui révéla qu'en grandissant, elle serait accusée d'avoir utilisé de la magie noire et que son propre père la condamnerait à vivre en exil dans une tour sans jamais en sortir. La princesse vivait dans un monde où tous possédaient la magie, sauf elle. Le regard froid et distant de son père transformait cette prédiction en un cauchemar récurrent, qu'elle revivait chaque nuit dans ses rêves. Heureusement, une personne lui portait encore de l'affection, Liliane. Cette servante avait été l'amie proche de sa mère et, bien qu'issue de la noblesse, elle avait tout abandonné pour rester au palais auprès d'Athanasia. Elle était la seule à la traiter avec douceur, à la protéger et à veiller sur elle. Même bébé, Athanasia avait conscience de son avenir et savait que des dangers l'entouraient. Bien qu'elle fût incapable de se défendre, elle comprenait qu'elle devait trouver un moyen de changer le cours de son destin. Son plus grand obstacle portait le nom de Cloud, l'empereur, son père, considéré par tous comme un homme d'une puissance incommensurable. Il peut anéantir un royaume à lui seul. Et c'est mon père, pensait la petite princesse avec amertume. 3 années passèrent, et peu à peu, l'atmosphère autour de la fillette devint un peu plus chaleureuse. De nouvelles servantes arrivèrent bientôt pour travailler au palais, toutes charmées par la douceur et la beauté d'Athanasia, désormais âgée de 3 ans. Cependant, parmi elles se trouvait une femme uniquement intéressée par l'argent. Alors que les autres se consacraient à embellir les lieux avec des fleurs et des décorations, cette servante observait en secret, à la recherche d'objets précieux que l'empereur avait achetés pour l'impératrice défunte. Un jour, Athanasia s'approcha d'elle et demanda ce qu'elle cherchait. La servante, la prenant pour la simple fille d'un jardinier, répondit « Montre-moi un endroit où il y a de l'or. » Athanasia pensa en silence. Elle veut juste voler. Puis, avec innocence feinte, elle la conduisit vers les tournesols, les champs de blé et le pain frais, faisant semblant de ne pas comprendre ce qu'elle désirait réellement. Puis, avec une innocence calculée, elle commenta qu'il n'y avait plus de grands trésors dans le palais, mais qu'il restait tout de même des ustensiles ornés de pierres précieuses. La servante fut surprise par l'intelligence de la fillette, croyant qu'elle partageait le même intérêt pour le vol. Ignorant qu'elle se trouvait face à la princesse, lorsqu'elle entra dans la cuisine et commença à remplir des sacs de bijoux et d'ornements, Athanasia s'avança vers l'endroit où ils étaient entreposés et glissa tout dans ses poches. La femme tenta de l'attaquer, exigeant qu'elle restitue les objets, mais la princesse jeta sur elle toutes les décorations et arrangements qu'elles avaient mis en place. Le vacarme attira l'attention des autres servantes qui la surprirent en train d'essayer de nuire à l'enfant. Elle fut rapidement expulsée du palais. Cependant, Athanasia savait que ce n'était pas le fruit du hasard. Elle pensa « Si je n'avais pas agi ainsi, Liliane aurait été attaquée ce soir. » En effet, dans sa vision du futur, la même servante avait tenté de voler et de poignarder Liliane. Tout avait donc été fait intentionnellement, et Athanasia garda les bijoux récupérés pour elle-même. Elle réfléchit qu'elle en aurait besoin dans son avenir, consciente du destin cruel qui l'attendait. Pendant ce temps, Cloud poursuivait ses devoirs d'empereur. Félix, son assistant, lui rapporta que quelqu'un avait tenté de s'introduire dans la maison de sa fille et que celle-ci avait réussi à repousser la menace. Il s'attendait à une réaction du souverain, mais Cloud resta impassible. Dans un autre lieu lointain, un homme sentit que quelque chose changeait dans le destin de l'Empire Ovelia et que la source de cette perturbation se trouvait au palais. Grâce au livre, Athanasia comprit qu'elle n'était qu'un personnage secondaire dans cette histoire. Dans ses rêves, elle savait déjà qu'elle rencontrerait son père lorsqu'elle aurait 8 ans. « Il sera le seul membre de ma famille qui me restera »,
pensa-t-elle. À partir de ce moment, elle commença ses efforts pour lui plaire, aspirant à être à ses côtés. Cependant, sans magie, cet objectif semblait inatteignable. Le pire viendrait à l'âge de 12 ans, lorsqu'elle serait présentée à la société. À ce moment, elle découvrirait une vérité douloureuse. Son père avait également une autre fille, nommée Jeannette. Elle était une princesse gracieuse, charmante, possédant une élégance naturelle et des pouvoirs magiques. Peut-être avait-elle même, à un moment donné, reçu l'amour de leur père. Précisément pour ces raisons, la petite Athanasia ne voulait pas subir un destin cruel, ni être rejetée ou exilée. Ainsi, avant son 8e anniversaire, elle avait soigneusement amassé toutes les pièces et tous les bijoux qu'elle pouvait économiser, pensant que, lorsque le moment viendrait, elle pourrait fuir son père et vivre en paix. Dans ses plans, elle ne serait pas seule. Lilium l'accompagnerait également, la soutenant, et ensemble, elles emporteraient tous les trésors qu'Athanasia avait accumulés depuis son enfance. Alors qu'elle réfléchissait à tout cela, elle se retrouva avec les doigts tachés de chocolat. Comme elle profitait toujours des occasions pour demander des sucreries et des desserts aux servantes, ce n'était pas seulement pour le plaisir, mais aussi parce qu'elle y cachait des gemmes et des bijoux dans les ustensiles de cuisine. Après avoir mangé, elle alla à une fontaine pour se laver les mains et y vit son propre reflet. Son visage ressemblait fortement à celui de sa mère, mais ses yeux étaient ceux de l'empereur. Des yeux qui brillaient comme des pierres précieuses. Peut-être est-ce précisément parce que je n'ai hérité que de l'apparence et non de la magie que mon père me méprise, pensa Athanasia. Peut-être me déteste-t-il pour cela, songea-t-elle en silence. En traversant la forêt, elle arriva à un endroit où elle cachait ses bijoux, effrayant involontairement un écureuil de passage. En continuant son chemin, elle trouva un lieu qui ne ressemblait en rien au palais de Ruby où elle vivait. C'était comme une vaste salle vide, semblable à un coffre-fort. De retour au palais, Athanasia entendit des servantes raconter que Sa Majesté l'Empereur avait ordonné l'inspection de chaque pièce après l'incident avec la servante qui avait tenté de le voler. Elles ajoutèrent qu'elle chercherait dans chaque recoin de la chambre de la princesse, là où elle conservait ses précieux trésors. Inquiète, Athanasia décida d'agir rapidement. Elle mit les bijoux sur elle et se dirigea vers la forêt pour les cacher avec le reste. Cependant, à son arrivée, elle trouva le même écureuil en train de creuser, essayant de déterrer ce qu'elle avait enterré. « Je ne peux pas perdre ça », pensa-t-elle, lui tendant une cacahuète pour le distraire, puis elle courut chercher un autre endroit pour cacher ses trésors. Arrivée à nouveau dans l'endroit qui ressemblait à un coffre-fort, elle décida d'y laisser tous ses biens. En avançant plus profondément, elle découvrit de petites figurines dorées en forme de chérubin. Pourraient-elles être en vrai or ? Se demanda-t-elle, courant vers elles et mordant même l'une d'elles pour vérifier. C'est à ce moment qu'elle se retrouva face à face avec Cloud, l'empereur, son propre père. C'était la première fois qu'il la voyait depuis si longtemps, et il remarqua immédiatement la ressemblance avec l'impératrice. Pour Athanasia, ce fut un choc. Je n'étais pas censée le rencontrer avant mes 8 ans. Que se passe-t-il ? Pensa-t-elle, effrayée. Cloud n'était pas un homme bienveillant, et son expression ne laissait rien présager de ce qu'il allait faire ensuite. Félix, qui se trouvait à proximité, parut inquiet en voyant la petite fille devant le souverain. L'empereur tenta de se souvenir de son nom, celui qu'il avait entendu des serviteurs au moment du décès de l'impératrice. S'approchant d'Athanasia, il surprit tout le monde en déclarant presque d'un ton désinvolte qu'elle était potelée, en lui pinçant fermement les joues. Il ordonna ensuite à Félix de préparer du thé, car il allait prendre le thé avec sa fille. On lui servit quelque chose de sucré, mais Athanasia resta figée, choquée. Pour elle, cet homme était celui qui, dans le futur, la détesterait, l'exilerait et la condamnerait pour sorcellerie. Ce qu'elle voyait devant elle semblait impossible. Cloud, de son côté, l'observait en silence, hésitant, se demandant si elle serait capable de parler. « Oui, je peux », répondit timidement Athanasia, tandis que Félix expliquait que les jeunes enfants pouvaient se sentir timides face aux étrangers. Furieux, Cloud renvoya Félix afin de rester seul avec sa fille. L'empereur commenta alors son nom. Il dit qu'Athanasia était un nom grandiose, chargé de significations telles que l'éternité et l'immortalité, digne des héritiers du trône. « Même moi, je n'ai pas reçu un nom aussi imposant », confessa-t-il,
se rappelant que ce n'était pas son fils destiné à hériter du pouvoir, mais plutôt son frère, le véritable successeur, devenu tyran. Cloud l'avait assassiné et, par conséquent, avait pris le trône. Cela le tourmentait profondément, car bien qu'il fût empereur, il ne possédait pas un nom aussi noble que celui de ses propres filles. En pensant à Diana, l'impératrice, son expression changea, se souvenant de la manière dont elle avait choisi le nom Athanasia. Il demanda qui lui avait appris à se comporter ainsi, et la fillette répondit que c'était Lilium. Cloud révéla alors qu'il se souvenait du jour où Lilium était venu en courant vers lui, demandant la permission de s'occuper de la princesse, ce qu'il avait accepté. Peu après, l'empereur posa une question directe. Il voulait savoir si Athanasia savait qui il était. Confuse, elle ne sut comment répondre. « Dois-je l'appeler votre majesté ? Père ?» Sans trop réfléchir, elle laissa échapper d'une voix douce qu'il était son père. « Oh, j'ai fait une bêtise. Il doit me punir pour cela, » pensa-t-elle, affolée. Mais la réaction de Cloud fut inattendue. Ses yeux brillèrent, comme s'il avait pris plaisir à entendre sa fille l'appeler ainsi. Félix conduisit finalement Athanasia de retour auprès des serviteurs qui la cherchaient avec empressement. Il informa tout le monde que Sa Majesté souhaiterait sûrement la revoir, ce qui surprit les serviteurs. Peu après, Athanasia et Lilium furent convoqués auprès de Cloud, qui remercia la servante d'avoir pris soin de la fillette toutes ces années. Athanasia, intérieurement, n'en croyait pas ses yeux. Il ne s'est jamais soucié de moi. Comment peut-il agir ainsi maintenant ? Elle pensa, repensant constamment à l'avenir qu'elle connaissait. Mais dans le présent, Cloud affirma qu'il ne pouvait plus se consacrer pleinement à elle à cause des responsabilités du trône, et que désormais, elle vivrait à ses côtés, sous sa protection, comme une véritable princesse. La nouvelle réjouit tous ceux qui l'entouraient, sauf Athanasia elle-même, qui continuait à croire que son père était un démon déguisé. À partir de ce moment, sa routine changea. Chaque jour, elle prenait le thé avec Cloud, recevait le traitement digne de sa position et était accompagnée de servantes attentionnées. Pourtant, au fond d'elle, son désir restait le même. Avant d'avoir 8 ans, elle s'échapperait de cet endroit avec tout ce qu'elle avait amassé. Cloud, de son côté, se montrait de plus en plus intrigué par sa fille. Il découvrit qu'elle aimait les objets brillants et commença à se rapprocher d'elle. Ainsi commencèrent les journées où Athanasia rendait visite à son père. Nerveuse en sa présence, elle commettait de petites maladresses, lâchant des gestes embarrassants qui, malgré eux, semblaient charmants. Cloud ne la grondait pas, ne la blâmait pas. Au contraire, il semblait prendre plaisir à ces moments, et c'est alors qu'une étincelle d'espoir naquit en Athanasia. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, son père finirait par l'aimer. Puis vint l'invitation pour une promenade au lac. Lilium prépara Athanasia avec soin, la rendant encore plus belle. Avec Félix à leur côté, elles retrouvèrent Cloud, qui, en la voyant, commenta qu'elle avait l'air de plus en plus en bonne santé et bien nourrie. Pour n'importe quelle princesse plus âgée, cela aurait pu être offensant. Mais pour Athanasia, qui n'avait que 5 ans, cela sonnait encore comme un compliment. La fillette ne savait jamais vraiment comment se comporter en sa présence, mais elle finit par lui dire qu'il était lui aussi très beau. Chaque fois qu'elle prononçait une remarque pareille, ou simplement qu'elle s'adressait à lui, tout le monde autour se tendait, observant le regard froid et lourd que Cloud posait sur elle. Pourtant, la journée semblait empreinte d'une atmosphère particulière. Ils restèrent dans le jardin, entourés de fleurs, et Athanasia savourait chaque instant, se sentant heureuse jusqu'au moment d'embarquer dans la petite barque. Réservée uniquement pour elle et Cloud, elle ressentait au fond d'elle une certaine peur. Après tout, elle ne savait pas nager. Félix tenta de la rassurer, affirmant qu'il ne pouvait rien lui arriver tant qu'elle serait aux côtés de son père. Cependant, il regretta ses paroles en voyant Cloud tenir la fillette comme si elle était un fardeau, sans la moindre délicatesse. L'atmosphère devint inconfortable. Il ne trouvait pas les mots justes, mais en voyant les mèches dorées de Cloud onduler au vent, Athanasia commenta timidement que ses cheveux étaient éclatants et très beaux, ajoutant qu'elle les aimait aussi. Au fond d'elle, la fillette reconnaissait qu'il était véritablement beau, d'un blond miel profond, mais en même temps, elle ne pouvait effacer de sa mémoire le fait que ce serait lui, son père, qui la condamnerait un jour à l'exil. Silencieusement, elle se demandait comment cette barque se mouvait sans rame,
jusqu'à ce qu'elle remarque que Cloud semblait la diriger par la magie. Lorsqu'elle plongea son regard dans le sien, elle découvrit qu'il avait des yeux d'un bleu incroyable, clairs comme 2 saphirs, et elle se demanda si les siens seraient semblables. Soudain, un petit lotus lumineux attira son attention. Elle en sentit même une douce fragrance. Elle voulut tendre la main pour le toucher, mais en se penchant trop sur le bord, elle perdit l'équilibre et tomba à l'eau. En quelques secondes, des algues et des plantes aquatiques s'enroulèrent autour de son corps, l'entraînant vers les profondeurs. Athanasia crut que c'était peut-être la fin, même si elle connaissait déjà l'issue de son histoire. Pourtant, dans son cœur, le désir persistait, que son père plonge pour la sauver. Elle se rappela que s'accrocher à l'espoir pouvait être vain. Et pourtant, c'est Cloud qui sauta dans le lac et la secourut. Il la tira hors de l'eau d'une poigne ferme et, grâce à sa magie, lança un sort qui assécha ses vêtements. Ce n'était pas fait pour lui faire du mal, seulement pour la protéger. Son expression trahissait de l'irritation, non pas contre elle, mais contre toute la situation. Peu après, il déclara à Félix que le lendemain, il apprendrait à sa fille à nager, car il n'aurait aucun sens de la laisser à la merci d'un tel danger. Félix resta silencieux, conscient du poids de ses paroles. Pourtant, Cloud semblait également porter quelque chose de sombre en lui, une sorte de fardeau magique qui l'affectait encore d'une manière inconnue. Après cette frayeur, Athanasia tomba malade. Elle eut de la fièvre, mais Lilium s'occupa d'elle et lui expliqua que les lotus étaient magiques et qu'ils trompaient souvent leurs victimes, les attirant au fond du lac par des illusions. Confuse, Athanasia demanda pourquoi de telles choses dangereuses existaient, et Lilium expliqua que seules les personnes sans magie étaient affectées. Puis Athanasia comprit enfin. Le problème, c'est qu'elle est la plus fragile. Cette même nuit, Cloud revient au lac. Il s'avance jusqu'au centre, là où flottent les lotus, et fait face à une présence étrange, qui n'est pas vraiment une créature, mais qui lui présente l'image de Diana, la mère d'Athanasia. Dans l'esprit de Cloud, il est clair qu'il a tenté de réprimer ses sentiments depuis la mort de Diana, effaçant toute émotion. Cependant, maintenant qu'il vit avec sa fille, il se rend compte qu'il ne ressent aucune haine. Félix assiste également à la scène, mais Cloud reste maître de lui-même, refusant de laisser l'entité lui nuire. Il se contente de déclarer qu'il y a des affaires à résoudre. Le lendemain matin, une servante se précipite dans la chambre d'Athanasia pour annoncer l'arrivée de nombreux nouveaux domestiques. Lorsqu'ils sortent, ils trouvent tout un groupe rassemblé, déclarant que dorénavant, ils serviront tous la princesse. Pour couronner le tout, Félix s'agenouille devant elle et peu après, on nous en révèle un peu plus sur ce qui s'est réellement passé entre Claude, l'empereur, et Diana, comme certains préfèrent encore l'appeler. Pour l'instant, la petite Athanasia rêve d'un visage familier, sans parvenir à se souvenir clairement de qui il s'agit. À son réveil, elle se rend compte qu'elle est portée dans les bras de Félix, qui lui explique que Sa Majesté souhaite prendre le petit déjeuner avec elle. La fillette s'interroge. Pourquoi l'empereur, un homme aussi important, n'est-il entouré d'aucun soldat ? Et pourquoi même Félix semble-t-il la protéger avec tant de dévouement ? Félix se contente de lui répondre que Claude n'a pas besoin de garde, car il fait confiance à sa propre magie. Puis il change de sujet. Bientôt, ils arrivent aux appartements impériaux. Félix lui confie que Claude serait sûrement ravi d'être réveillé par sa petite fille en ce beau matin de printemps. Athanasia, nerveuse, se dit que réveiller l'empereur est une immense responsabilité et craint les conséquences. Elle observe la chambre avec curiosité avant de rassembler son courage pour s'approcher de Claude. Son regard s'attarde sur une grande carte entièrement faite d'or, dont les détails la fascinent. En levant les yeux, elle aperçoit l'empereur endormi dans un fauteuil et non dans son lit, ce qui la surprend. Tout près de lui, un portrait attire son attention. Lorsqu'elle fixe la peinture, elle a l'impression que cet homme ressemble étrangement à la silhouette qui, dans ses rêves, l'avait bannie. Doucement, elle s'avance, songeuse, et se dit qu'elle tient peut-être là une occasion de se venger, ne serait-ce que pour s'amuser un peu. Amusée par sa propre audace, elle effleure le visage de l'empereur et tire doucement sur ses joues, ravie de constater qu'il dort profondément. Mais lorsqu'elle remarque qu'il commence à s'éveiller, elle fredonne une berceuse, espérant qu'il se rendorme. Son plan fonctionne. Claude reste paisiblement assoupi. Plus tard, il se réveille, les joues encore rosies, se souvenant de ce que la petite a fait. Gênée,
Athanasia tente de détourner la conversation en commentant que le palais regorge de choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Claude, esquissant un léger sourire, lui dit qu'elle a désormais le droit d'explorer tout ce qu'elle souhaite. À cet instant, Félix entre dans la pièce et annonce qu'un noble souhaite obtenir une audience avec l'empereur et avec la princesse. Claude accepte, mais décide de régler d'abord cette affaire lui-même. Distraite, Athanasia entend Claude lui dire qu'elle devra prendre le petit déjeuner avec lui chaque matin, ce qui la surprend, puisqu'il venait tout juste de lui accorder la liberté de se promener où bon lui semble. Athanasia commence à explorer le palais à la recherche d'un portrait de sa mère. Dans ses rêves, l'image de Diana lui apparaît souvent, mais son visage demeure toujours flou, ce qui la trouble profondément. En errant dans les longs couloirs, la fillette découvre de nombreux portraits anciens, magnifiquement détaillés, mais aucun ne représente la femme qu'elle cherche. Après de longues recherches, elle atteint une salle reculée où un tableau repose sous un grand drap. Lorsqu'elle le soulève, elle lit le nom de sa mère gravé sur le cadre, mais la peinture est brûlée. Seules quelques parties du visage et de la robe demeurent visibles. Le cœur serré, Athanasia se dit avec tristesse que son père a peut-être ordonné la destruction de tout ce qui pouvait lui rappeler Diana. Alors qu'elle se perd dans ses pensées, des voix s'élèvent dans le couloir. Des nobles bavardent d'un ton venimeux. Ils insinuent que le roi songe déjà à prendre une nouvelle reine et se moquent du fait qu'Athanasia soit dépourvue de magie. L'un d'eux, d'un ton sarcastique, ajoute que si l'empereur a déjà eu une reine danseuse, alors n'importe qui peut s'asseoir sur le trône. À cet instant, Claude apparaît devant eux, le regard glacial. Les trois nobles se prosternent aussitôt. D'une voix ferme, il leur ordonne de ne plus jamais prononcer le nom de Diana. Athanasia, qui observe la scène de loin, frissonne. Elle comprend que ce nom réveille chez son père une douleur immense. Plus tard, elle retourne dans sa chambre, les yeux rivés sur le tableau brûlé, se demandant qui sa mère était réellement. Fatiguée, elle décide de se reposer et, se souvenant de la berceuse qu'elle chantait pour endormir son père, elle la fredonne doucement jusqu'à s'endormir. Le lendemain matin, Athanasia se lève de bonne heure, car elle doit de nouveau partager le petit déjeuner avec Claude. Elle entre dans la salle avec une démarche assurée, tentant d'afficher une confiance parfaite. Lorsqu'elle aperçoit son père, elle lui adresse un sourire et une révérence élégante, ce qui ravit les servantes. Claude, lui, reste silencieux. Durant le repas, c'est la petite qui parle presque tout le temps, tandis que l'empereur se contente de l'observer. Athanasia se demande en silence si son père se lasse de l'écouter, ou si son mutisme vient du souvenir de sa mère. Finalement, elle remarque le thé qu'il boit d'habitude et demande si elle peut y goûter. Félix tente de l'en dissuader, expliquant que la boisson est trop forte pour elle, mais Claude ordonne calmement qu'on lui en prépare une tasse. En goûtant le thé, Athanasia ferme les yeux et dit que la saveur lui donne l'impression que des fleurs éclosent dans sa bouche. Cette remarque fige Claude pendant un instant, car c'était exactement les mêmes mots que Diana lui avait dit autrefois, sans le vouloir. L'empereur change aussitôt de sujet, et Athanasia comprend qu'elle a peut-être dit quelque chose de déplacé, sans savoir pourquoi. Plus tard, encore attristée, la fillette brûle quelques dessins qu'elle avait faits de sa mère. Les cendres sont emportées par le vent, mais quelqu'un, caché dans l'ombre, recueille chaque fragment. Les jours passent, et Claude cesse d'apparaître au petit déjeuner. Athanasia perd peu à peu l'appétit et évite la table. Un jour, alors qu'elle marche dans les couloirs, elle entend Félix parler avec Liliane. Il dit qu'il est normal que la princesse veuille en savoir plus sur sa mère, puisque tout ce qui la concernait a été détruit dans le palais. Félix ajoute qu'il compte demander à Claude d'utiliser sa magie pour montrer à la jeune fille ses propres souvenirs de Diana. En entendant cela, Athanasia accourt vers eux et les supplie de ne pas le faire. Effrayée, elle dit qu'elle ne veut pas que son père la déteste à cause de cette histoire. Félix s'agenouille et lui dit doucement que l'empereur n'a jamais haï ni elle ni Diana, et qu'il avait promis à la reine de protéger sa fille. Pour le lui prouver, il lui montre pourquoi Claude n'a pas besoin de garde. Le palais de Barnet est protégé par une puissante barrière magique, impossible à franchir pour quiconque nourrit de mauvaises intentions. Il lance un sort afin qu'Athanasia puisse voir la coupole lumineuse qui enveloppe tout le lieu. Il lui explique que seules 2 personnes peuvent y entrer librement. Athanasia et l'ancienne reine, car Claude leur faisait entièrement confiance. La fillette se demande alors, troublée, pourquoi il refuse d'entendre parler de Diana.
Pendant ce temps, l'empereur, seul, réfléchit. C'est lui qui avait ramassé les cendres des dessins que sa fille avait brûlés, et, grâce à sa magie, il les a entièrement restaurés. Il contemple les portraits recréés et pense qu'il lui faudrait encore une année pour l'oublier, pour oublier Diana. La raison, cependant, demeure un mystère. À ce moment-là, Athanasia entre dans la pièce, encouragée par Félix, qui lui avait dit que son père serait heureux de la voir. La fillette s'avance timidement, disant qu'elle ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours et que sa présence lui manquait. Elle s'excuse de le déranger, mais ajoute qu'elle voulait simplement le voir. Claude la regarde en silence, et alors qu'elle songe à reculer, il la prend doucement dans ses bras et murmure qu'elle devient plus audacieuse, tout comme sa mère. Athanasia sourit, sans comprendre pleinement le sens de ses paroles, tandis que Claude se contente de la serrer contre lui, gardant ses pensées pour lui-même. Avec précaution, il la guide jusqu'au lit, remarquant qu'elle n'avait sans doute pas bien dormi durant la nuit. Puis il s'allonge à ses côtés et lui demande de chanter la même chanson qu'il avait entonnée plus tôt, expliquant qu'il veut rester éveillé au moment où elle décidera de se venger en lui pinçant le visage. Athanasia hésite un instant et répond qu'elle a déjà oublié la mélodie. Mais Claude, esquissant un léger sourire et d'un ton taquin, lui rappelle que mentir au roi serait considéré comme un crime. Face à cela, elle soupire et commence à chanter, tandis qu'il utilise discrètement sa magie pour transformer la chambre en un décor paisible et chaleureux, baigné d'une lumière douce qui invite au sommeil. Alors que sa voix emplit l'air, Claude l'observe simplement, en silence, ressentant une paix rare. Peu à peu, il lance un sort qui lui permet de projeter certains de ses souvenirs, et Athanasia commence à les voir comme si elle en faisait partie. Dans les images qui apparaissent, elle aperçoit sa mère, souriante et rayonnante, bien plus belle qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Claude contemple lui aussi ses souvenirs et réalise, une fois encore, combien il a toujours été un homme réservé, au regard grave et distant. La chanson s'éteint peu à peu et la pièce devient encore plus calme. En quelques instants, tous deux s'endorment côte à côte, enveloppés d'un silence doux et protecteur. Ainsi se termine le 4e chapitre de « La princesse enchantée ». On souhaitait alors attribuer un camarade d'études à la jeune protagoniste, puisque ses pouvoirs ne s'étaient pas encore éveillés, et le duc proposa aussitôt son propre fils. Ce dernier était très intelligent et avait 3 ans de plus qu'elle. Dans les rêves de la jeune fille, c'était lui qui avait présenté une autre demoiselle comme la future héritière du trône, et qui s'était servi d'elle pour gravir les échelons de la hiérarchie. De plus, son unique fils nourrissait apparemment des sentiments pour cette même fille. Puisque le présent avait changé, la protagoniste imaginait qu'il souhaitait désormais se rapprocher d'elle afin d'assurer une meilleure position. Avant qu'ils ne puissent continuer, elle les interrompit immédiatement. Elle avait tout entendu. Elle reconnut que le fils du duc était talentueux, qu'il lisait des livres de sociologie et de magie, mais pensa pour elle-même qu'elle avait déjà tout étudié seule. Elle ne voulait pas d'un ami stupide. Elle croyait que personne ne pouvait égaler ses connaissances. Cependant, il possédait de la magie. Un coup bas. Elle pensa que cela suffisait. Ils décidèrent de laisser ce sujet pour un autre jour. Aeolus possédait un planétarium spécial, capable de mesurer la quantité de magie contenue dans une personne. Plus le potentiel était grand, plus il tournait rapidement. Le sien, en revanche, restait immobile. Son père détenait un pouvoir immense, et sa mère avait été une danseuse qui utilisait la magie dans chacun de ses mouvements. Alors comment se pouvait-il qu'elle n'ait aucun don ? 2 ans plus tard, tandis que la servante achetait des fruits de grande qualité, tout le monde commentait que son père aimait tant la princesse qu'il avait fait construire une bibliothèque rien que pour elle. Il était plus que clair qu'elle hériterait du trône. C'est alors qu'une figure mystérieuse apparut. Il comprit que la servante n'aurait pas dû être en vie. Son destin avait été réécrit. Bientôt, le garçon agaçant réapparut. 2 ans plus tard, il s'inquiétait que la princesse n'ait toujours pas de camarade de classe. Il dit qu'il avait quelqu'un en tête, une fille du même âge. Il l'avait lui-même éduquée. C'était la jeune femme venue du futur, celle qui prendrait sa place. Depuis son enfance, elle avait étudié et possédait une vaste connaissance des lois. Le plan supposé était que cette nouvelle élève approche la protagoniste pour rencontrer son père. Mais la princesse n'avait pas besoin d'aide pour la loi. Elle savait déjà tout par cœur. Elle répéta dans ses pensées
Article 1. L'usage de la magie noire est interdit. Article 2. Il faut être juste et ne pas profiter des faibles. Article 3. Il faut être bienveillant et aider ceux qui sont dans le besoin. Article 4. Il faut être loyal envers l'empereur et ne jamais le tromper. Elle était une véritable érudite. Elle croyait que sa camarade devait comprendre la magie, l'histoire et de nombreux autres domaines. Pour le lui faire comprendre, elle lui tendit un livre non traduit, mais qu'elle avait elle-même traduit dans sa langue. Et d'une voix basse, elle murmura qu'elle ne voulait pas d'amis stupides. Avant de se rendre au jardin, elle reçut de son père le livre qu'elle désirait tant. Il avait été écrit par un magicien dont le nom avait été effacé. Contenant de nombreux sorts anciens, son père l'avertit que le livre renfermait un enchantement capable d'éveiller les pouvoirs magiques. Il ne savait pas si cela fonctionnerait, mais il voulait tenter l'expérience. Le livre commença à bouger, et elle rencontra l'homme mystérieux. Il avait enfin trouvé la fille capable de manipuler le destin. Cependant, comme elle n'était encore qu'une enfant, elle pensa qu'il devait se tromper. La jeune fille aux cheveux rouges s'approcha et, en un seul geste, le repoussa et le manipula. C'était le magicien le plus puissant du monde. Avant de partir, il lui donna un conseil. Ne jamais réciter le sort jusqu'au bout, car cela serait extrêmement dangereux. La jeune fille aux cheveux rouges ne se souvenait de rien après cela et, poussée par la curiosité, dit à son père qu'il devrait trouver une amie de son âge pour la princesse. La protagoniste vivait entourée d'adultes et n'avait personne en qui avoir confiance. Elle devait se sentir seule. Elle pensait, au fond, qu'ils étaient tellement inutiles qu'ils ne pouvaient même pas la contrôler, puisque chaque matin, elle allait prendre le thé. Encore une fois, la table était couverte de gâteaux, et cette fois, elle pouvait manger des chocolats. Cependant, ceux qu'elle avait cachés dans la cuisine avaient mystérieusement disparu. Sur suggestion de la jeune fille aux cheveux rouges, son père demanda si elle voulait avoir une amie de son âge. Si elle acceptait, il en choisirait une, mais elle répondit qu'elle n'en avait pas besoin, car elle avait déjà des amis et des gâteaux. Elle voulait seulement vivre en paix jusqu'à ses 18 ans. Cependant, pour changer son propre avenir, elle savait qu'elle devrait maîtriser la magie. Ignorant l'avertissement de l'homme mystérieux, elle activa de nouveau le sort, libérant certaines chaînes du livre. Puis apparut la figure inconnue qui voulait savoir si ses yeux appartenaient à la famille impériale. Ceux qui avaient des yeux comme les siens étaient morts 400 ans auparavant. Le présent empereur était son père. On disait que les personnes aux yeux semblables à des bijoux possédaient une magie puissante, mais elle n'en avait aucune. Alors, comment avait-elle réussi à tordre les fils du monde? Il ne souhaitait pas révéler la vérité et la plongea dans le sommeil. Pourtant, elle ne renonça pas à vouloir savoir. Il allait l'éliminer lorsqu'un nuage apparut et la sauva. Terrifiée, elle tenta de lancer un sort et, à sa grande surprise, un bouclier se forma devant elle. Elle se sentit heureuse, mais sa vision commença à s'affaiblir. La dernière image qu'elle vit fut celle de son père, avec des bottes tachées de sang. Comment cela pouvait-il être? Voir sa fille souffrir fit naître une obscurité qui s'enroula autour du cœur de Claude. Pris de panique, il ordonna qu'on lui amène immédiatement un mage guérisseur. Après avoir examiné Athanasia, le premier mage déclara que sa maladie était étrange. Il ne trouvait aucune anomalie apparente. D'autres guérisseurs furent alors appelés, mais aucun ne put trouver la cause de son mal. Félix supplia Claude de se reposer, mais celui-ci refusa obstinément. Soudain, une vive douleur lui transperça la poitrine. C'est alors qu'un petit magicien entra, proposant son aide pour sauver Athanasia. Dans son sommeil, la fillette crut entendre la voix douce de sa mère qui chantait pour elle, et peu à peu, la douleur s'effaça. Quand elle reprit conscience, elle reconnut le petit magicien devant elle. C'était Lucas. Elle fit semblant de dormir encore, mais il la taquina en lui demandant si elle voulait qu'un baiser de prince la réveille. Elle en eut les larmes aux yeux et cria pour qu'on vienne la sauver. Comme si cracher du sang n'était pas déjà assez terrible, voilà qu'elle devait maintenant affronter celui qui en était la cause. Pourtant, elle remarqua bientôt que la douleur dans sa poitrine avait disparu. Lucas lui annonça calmement qu'il lui avait sauvé la vie. Sans son intervention, son cœur aurait littéralement explosé. Hattie, confuse, demanda si elle avait un problème cardiaque, mais Lucas, lui, attendait simplement un « merci ». C'est à ce moment-là qu'elle réalisa qu'il était bien plus petit qu'avant.
Claude, Félix et Liliane entrèrent alors dans la chambre, soulagés de voir la princesse enfin éveillée. Liliane, les larmes aux yeux, remercia le ciel. Elle avait prié tout le mois pour ce miracle. Claude prit sa fille dans ses bras et lui demanda doucement si elle ressentait encore la moindre douleur. Heureusement, non. Juste avant qu'elle ne puisse révéler l'identité de Lucas, celui-ci prit la parole. Il expliqua que le traitement avait épuisé les dernières réserves de son énergie. Selon lui, une immense force magique s'était soudainement éveillée en la princesse et avait déchaîné son pouvoir, ce qui l'avait plongée dans le coma. Lucas avait réussi à drainer l'excès d'énergie en la faisant circuler à travers son propre corps. Il affirma que la magie d'Athanasia possédait une pureté rarement observée à Obelia et qu'elle avait le potentiel de devenir la souveraine la plus puissante de l'histoire du royaume. Félix et Liliane se réjouirent en apprenant que la princesse avait enfin éveillé sa magie. Mais Lucas les avertit. Comme elle était encore en pleine croissance, un tel incident pourrait se reproduire. Il trébucha, et tandis que Claude s'approchait pour l'aider, Lucas utilisa sa magie afin de remonter la trace de celui qui avait altéré le cours du destin. Après cela, il continua de feindre l'épuisement, comme si toute sa force l'avait quitté. Claude, impressionné par son dévouement, lui promit qu'il serait récompensé un jour. Mais pour l'instant, il lui demanda de rester au palais afin de poursuivre le traitement de la princesse. En voyant le léger sourire de Lucas, Athanasia comprit aussitôt qu'il jouait simplement la comédie. Claude décida alors que sa fille serait transférée au palais d'Émeraude. Ce palais avait été habité par les princesses d'Obelia depuis des générations. Dans les souvenirs d'Ati, ceux de son rêve, c'était pourtant Djennette qui y vivait, tandis qu'elle-même restait enfermée au palais de Rubis. À présent, le destin semblait différent, mais Ati ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il adviendrait d'elle si Djennette venait à apparaître. Pour l'heure, elle avait d'autres soucis. Elle essaya d'utiliser l'appareil magique céleste pour mesurer ses pouvoirs, mais l'instrument resta muet. Agacée, elle traita Lucas de charlatan, soulignant que l'appareil ne réagissait même pas. Lucas répliqua calmement qu'il ne mentait pas, quelqu'un avait scellé ses pouvoirs. C'était d'ailleurs grâce à ce sceau qu'elle n'avait pas explosé en essayant de forcer sa magie à se manifester. Puis, d'un ton faussement vexé, il ajouta qu'elle devrait lui être un peu plus reconnaissante puisqu'il avait éliminé pour elle l'excédent d'énergie magique. Ati, toujours méfiante, lui demanda pourquoi il prétendait être un enfant. Lucas répondit qu'il avait dormi pendant 400 ans et qu'avec la quantité d'énergie magique dont il disposait désormais, sa taille adulte n'était plus efficace. Il se montra irrité en voyant à quel point elle le détestait. Il était sensible, n'aimait pas être haï et expliqua que s'il était blessé, il ne pourrait pas gaspiller d'énergie à vérifier l'état des autres, surtout celui d'une fille qui risquait d'exploser et de mourir à tout moment. Mais Ati restait persuadée qu'il simulait sa faiblesse juste pour obtenir des repas gratuits. Elle l'accusa même de lui voler sa magie et ses chocolats. Lucas ne nia pas vraiment la partie sur la magie, mais il pointa du doigt une petite créature qui, justement, chapardait des chocolats sur la table. Il lança un couteau dans sa direction, la forçant à révéler sa vraie forme, une adorable créature étrange, mi-chat, mi-renard, un peu comme un évoli. « C'est un chat? Un renard? Qui peut le dire ?» pensa Ati, intriguée. Elle demanda à Lucas de l'épargner, et la petite bête courut aussitôt vers elle. Ati la reconnut. C'était le même être qui l'avait sauvée dans la forêt. Lucas expliqua alors qu'il s'agissait d'une bête divine, née de l'énergie magique débordante qui s'était échappée d'elle. Elle décida alors de le nommer Raven, mais Lucas la prévint aussitôt de ne pas trop s'y attacher. Raven était la raison pour laquelle elle avait craché tant de sang. Il expliqua que Raven n'était rien d'autre qu'une masse solide formée de son énergie magique. Chaque fois qu'elle le touchait, une partie de cette énergie retournait dans son corps, provoquant un déséquilibre violent qui la faisait souffrir. S'il venait à se reproduire la même chose, dit-il gravement, elle en mourrait. Cependant, sa magie finirait forcément par déborder de nouveau, et elle devait apprendre à la maîtriser. Elle commença donc des leçons auprès d'un professeur spécialisé. Mais la magie flottante qu'elle parvenait à créer se dissipait toujours trop vite. Le professeur, pensif, déclara à Liliane que la princesse avait atteint sa limite et qu'à ce stade, le travail acharné ne suffirait plus. Ces mots attristèrent profondément Athanasia. Elle se demandait comment elle pourrait bien contrôler une force aussi instable. Puis, en voyant Raven, elle le prit dans ses bras, retrouvant un peu de gaieté.
C'est alors que Lucas apparut sur son balcon, lui proposant un marché. Il lui apprendrait à manier la magie à condition qu'elle lui cède Raven. Il se vanta d'être bien plus compétent que tous ses professeurs sans talent. Mais avant qu'elle ne réponde, il lui rendit le petit être, car Claude venait d'entrer dans la pièce. Voyant son père, Hattie cacha aussitôt Raven derrière elle, mais Claude avait déjà remarqué qu'elle dissimulait quelque chose. Lucas prit la parole et expliqua calmement au duc ce qu'était réellement la créature. Il ajouta qu'il valait mieux la garder sous surveillance plutôt que de la tuer, car sinon, l'énergie magique retournerait brutalement dans le corps de la princesse. Face aux yeux suppliants de sa fille, Claude finit par céder. Il accepta qu'elle garde Raven, mais à une seule condition. Elle ne pourrait le prendre dans ses bras qu'1 heure par jour. Par la suite, Athanasia reprit ses exercices de contrôle magique, mais sans succès. Le sceau limitait trop sa puissance, rendant chaque tentative presque impossible. Alors qu'elle réfléchissait à qui pourrait vraiment l'aider, Lucas lança soudain une pomme sur sa tête. Les yeux d'Hattie brillèrent aussitôt. Elle tenta de le convaincre de lui enseigner la magie, mais il refusa, prétendant n'avoir aucune raison de l'aider. Puis, en entendant le ventre de Lucas gargouiller, elle eut une idée. Elle comprit qu'il avait besoin de récupérer de l'énergie magique, et qu'elle, justement, en avait bien trop qui débordait en elle. Elle décida alors de lui proposer un marché. En entrant dans le bureau de son père, elle revit le duc Alpheus et ne pouvait pas croire qu'il n'avait pas abandonné. Ils évoquèrent l'idée que Jeannette devienne sa camarade d'études, mais Claude lui fit savoir qu'elle était libre de refuser. La princesse choisit cependant d'avoir Lucas comme compagnon d'apprentissage. Lucas commença alors ses leçons, et le premier exercice consistait à contrôler un stylo uniquement avec son esprit. Mais les résultats furent loin d'être concluants. Par la suite, Hattie dut affronter une multitude de leçons écrasantes. Elle trouvait Lucas incroyablement agaçant, mais refusa de renoncer. Après d'innombrables journées, Lucas la trouva un soir endormie dans la bibliothèque, le stylo flottant inconsciencieusement à côté d'elle. Il lui demanda pourquoi elle travaillait si dur, et Hattie répondit que c'était naturel lorsqu'on risquait sa vie. Elle ne voulait pas seulement survivre. En pensant au moment où elle avait glissé une fleur de ses cheveux dans ceux de son père, Hattie désirait rester sa fille la plus aimée. Cette nuit-là, Félix remit à Claude des documents prouvant que Lucas était un magicien de la maison impériale. Bien que les sorciers de sa génération se souvenaient de son nom, ils ne savaient rien d'autre à son sujet. Grâce à la magie, Claude découvrit que Lucas venait d'Aug, et il crut alors que le magicien n'était pas dangereux. Félix commenta que l'amour de Claude pour sa fille avait grandi, et, contemplant le ciel nocturne, Claude se demanda si c'était cela, l'amour véritable. Quoi qu'il en soit, Athanasia pensait qu'en travaillant dur, elle pourrait y parvenir. Mais elle se trompait complètement. Elle trouva que Lucas manquait cruellement de sens des responsabilités. Il lui demanda si elle voulait toujours qu'il lui enseigne chaque petit détail, mais ce n'était pas cela. Le problème était qu'elle était encore novice en magie et qu'elle souhaitait qu'il soit plus bienveillant avec elle. Lucas expliqua alors que la magie consistait à utiliser son énergie magique pour activer les éléments nécessaires. Avant d'y parvenir, il fallait d'abord se familiariser avec ces éléments. Ses tentatives précédentes avaient été des échecs retentissants, et il riait d'elle en la qualifiant ironiquement de génie de bien des manières. Athanasia se plaignit qu'il la faisait toujours travailler sans jamais rien faire lui-même. Il lui répondit que l'énergie magique était innée et que chacun l'utilisait différemment. D'un simple claquement de doigts, il versa une tasse de thé et arrangea les coussins sur le canapé. C'était ainsi qu'il pratiquait la magie, et Athanasia devait apprendre à le faire par elle-même, sinon elle ne pourrait jamais en faire véritablement sienne. Il refusa de lui enseigner l'astuce de base, et toutes ses explications lui semblaient vagues. Elle demanda quelques précisions, mais il voulut d'abord qu'elle admette qu'elle était idiote. Elle n'avait aucune intention de faire cela. Pendant le déjeuner avec son père, elle se concentra sur sa grenade, essayant de la faire éclater mentalement, et se rendit compte à quel point c'était épuisant. Claude lui conseilla de ne pas se stresser, et plutôt de réfléchir à une autre manière de gérer son problème d'énergie magique. Déterminée, elle décida de trouver la solution par elle-même. Ses longues séances d'études l'épuisaient tellement que le livre finissait parfois par tomber sur son visage. Lucas la réprimanda en disant qu'elle avait de si mauvaises manières pour une princesse, mais elle accusa sa méthode d'enseignement. Il expliqua alors que c'était ainsi que l'on enseignait la magie, comme il y a 400 ans.
Hati ne lui faisait toujours pas entièrement confiance. Elle ne savait rien de lui, ni son véritable nom, ni son origine. Lorsqu'elle lui demanda où il était né, son nom complet et sa profession, Lucas se contenta de répondre qu'il était un grand magicien, et rien de plus. Elle le trouvait exaspérant. Si elle avait su à quel point il était difficile à gérer, elle aurait demandé à étudier avec le fils du duc Alpheus à la place. Elle trouvait Ézéchiel bien plus compréhensif et humble, contrairement à Lucas. Alors qu'elle parlait de lui, Lucas, furieux, referma son livre et lança un sort qui la téléporta en un éclair. Hati se retrouva à tomber du ciel. Elle tenta de réfléchir à quel type de magie utiliser, mais aucune idée ne lui vint. Soudain, elle atterrit sur un jeune garçon. En la voyant, il lui demanda si elle était un ange, et en observant la couleur de ses cheveux et de ses yeux, elle reconnut Ézéchiel. Elle recula de quelques pas, en colère contre Lucas de l'avoir envoyée chez le duc. Ézéchiel lui demanda de nouveau si elle était un ange, mais Athanasia ne répondit pas, pensant qu'elle ne pouvait révéler sa véritable identité. Remarquant qu'elle semblait effrayée, il recula légèrement et s'inclina avec grâce. Hati décida de lui dire qu'elle était un ange, mais il remarqua ses yeux bleus, semblables à des joyaux, caractéristiques des descendants directs de la lignée impériale. Il comprit alors qu'il s'agissait de la princesse Athanasia. Le duc Alpheus vint chercher son fils, ce qui poussa Hati à se cacher rapidement derrière des fleurs. En observant les deux, elle nota leur forte ressemblance. Le duc demanda ensuite à son fils s'il était mécontent des plans prévoyants qu'il étudie à Arlanta. Ézéchiel s'inquiétait davantage pour Jeannette, car elle pleurait à l'idée d'être séparée de lui. Mais son père lui répondit de ne pas tenir compte de ses caprices égoïstes et de penser plutôt à la prospérité de leur famille. Le duc Alpheus pensait qu'il n'aurait pas été nécessaire d'envoyer son fils étudier à l'étranger si celui-ci avait déjà conquis l'affection d'Athanasia. Il ne comprenait pas pourquoi elle semblait le considérer comme un ennemi. Ézéchiel répondit que la princesse avait le droit de choisir pour elle-même et qu'il n'était pas juste de la contraindre. Il insista pour pouvoir étudier à Obélia plutôt qu'à l'étranger. Il demanda à son père de reconsidérer sa décision de l'envoyer à Arlanta. Son père lui répondit que, s'il voulait que les choses se passent selon ses souhaits, il devait d'abord acquérir les compétences nécessaires pour y parvenir. Alors que le duc s'éloignait, Athanasia s'excusa auprès d'Ézéchiel de les avoir écoutés en cachette, mais ce dernier n'en fit pas grand cas. En le voyant serrer les pans de ses vêtements, elle décida de rester à ses côtés, puisqu'elle ne pouvait de toute façon pas rentrer chez elle. Elle lui proposa alors de l'écouter s'il avait besoin de parler de ses soucis. Ézéchiel lui demanda si, elle aussi, elle avait déjà ressenti la pression imposée par sa famille. Elle admit que, oui, un peu. Lui, il était fier d'être l'héritier d'un duché, mais cela signifiait qu'il n'avait pas le droit d'agir seulement pour lui-même. Parfois, il avait du mal à comprendre pourquoi il vivait, et d'autres fois, les plans que son père lui imposait l'épuisaient complètement. Athanasia remarqua qu'Ézéchiel faisait preuve d'un grand sang-froid, bien qu'ils aient le même âge. Dans ses rêves, il apparaissait toujours aux côtés de son père. Elle avait pensé qu'il serait rusé comme le duc, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il possède une telle sensibilité. Elle l'encouragea à terminer ses études le plus vite possible, afin de prouver à son père qu'il avait les compétences pour accomplir de grandes choses. Ézéchiel se mit à rire, approuvant ses paroles. Après tout, la guerre entre nobles ne prenait jamais fin. Il savait bien que son père le formait à résister et à se battre face à ce monde impitoyable. Au milieu de leur conversation, un sort de Lucas enveloppa soudainement Athanasia et la ramena chez elle. À peine expulsée du portail, elle asséna un coup de poing au grand magicien. Elle en avait assez qu'il fasse toujours ce qu'il voulait sans jamais penser à elle. Furieuse, elle lui reprocha son égoïsme et le traita d'homme exécrable. Elle se sentit affreusement coupable d'avoir quitté Ézéchiel sans même lui dire au revoir. En comprenant la raison de sa colère, Lucas s'apprêta à la renvoyer là-bas, mais elle lui cria dessus si fort que toutes les servantes dehors l'entendirent. Cependant, celle-ci pensait qu'Athanasia et Lucas étaient les meilleurs amis du monde, ce qui, bien sûr, était loin de la vérité. Athanasia quitta alors le manoir en trombe, ignorant Liliane qui lui rappelait qu'il était presque l'heure du dîner. Dans la forêt, elle s'assit seule, songeant qu'une quinzaine de jours s'étaient déjà écoulés et qu'elle n'avait toujours pas réussi à apprendre de nouvelles magies. Si les choses continuaient ainsi, tout se déroulerait exactement comme dans ses rêves. Soudain, une énergie magique jaillit d'une fleur,
et Athanasia entendit la voix de sa mère l'appeler. Elle vit le reflet de celle-ci apparaître à la surface de l'eau. Sa mère lui dit qu'elle avait tant travaillé, et que ce n'était pas grave si elle ne parvenait pas à utiliser la magie, car elle resterait toujours sa fille bien-aimée. La princesse voulut enlacer cette apparition maternelle, mais elle tomba dans l'eau et fut happée par des lianes. Alors qu'elle se débattait, elle se souvint des mots de Lucas et parvint à former une sphère d'eau qui la propulsa hors du bassin. À ce moment-là, Lucas se téléporta sur les lieux et lui annonça qu'elle venait tout juste d'acquérir la magie de l'eau. Athanasia se jeta dans ses bras, ravie d'avoir enfin réussi à échapper au lotus aquatique. Surtout qu'autrefois, elle n'aurait jamais pu s'en sortir seule. Elle admit que les paroles de Lucas avaient eu un effet sur elle et le remercia sincèrement. Elle lui demanda s'il continuerait à lui enseigner la magie, et il accepta. Sur le chemin du retour, Lucas lui demanda si elle n'avait pas peur de lui. Après tout, elle avait osé le frapper alors qu'il était un grand magicien. Mais Athanasia s'en moquait. Ce n'était pas comme s'il allait la frapper en retour. Et bien sûr, il n'avait aucune intention de se battre avec une enfant. De retour au palais, Lulène fut choquée en voyant la princesse trempée jusqu'aux os. Elle lui demanda ce qui s'était passé, et Athanasia répondit simplement qu'elle s'était allongée dans l'herbe. À sa grande surprise, Claude apparut derrière elle et demanda quel genre de magie ils étudiaient, avant d'emmener Athanasia et Lucas à l'intérieur. Un autre jour, Athanasia lança un sort sur la tasse de thé posée devant elle, la faisant lentement léviter jusqu'à ses lèvres. Fière de sa réussite, elle la montra à Lucas, qui la félicita pour ses excellentes compétences, tout en se vantant, comme toujours, d'être un génie. Même si c'était elle qui faisait tout le travail, il décida qu'il était temps de lui enseigner un nouveau sort. Athanasia lui dit qu'elle voulait apprendre à faire léviter les gens, mais il lui expliqua qu'elle n'en était pas encore là. Faire flotter des objets était de la magie de base. Pour soulever des personnes, il fallait d'abord être capable de faire flotter de grands objets. Quand elle demanda quelle taille il fallait viser, Lucas le montra aussitôt. Il fit léviter tous les deux, ainsi que tout le mobilier autour d'eux. Puis, après avoir tout reposé calmement, il se servit une tasse de thé. Hattie reconnut à quel point il était talentueux, mais le rappela rapidement à l'ordre pour qu'il lui rende sa tasse. Étudier la magie restait difficile pour elle, et elle se demandait comment les autres y parvenaient. Elle pensa à demander conseil à Ézéchiel, se souvenant qu'elle avait disparu la dernière fois sans pouvoir lui dire au revoir. Elle demanda donc à Lucas de la téléporter chez le duc Alpheus, prétextant qu'elle avait une affaire urgente. Mais il refusa, disant que son énergie magique était trop précieuse pour être gaspillée. Et comme Athanasia l'avait grondé la dernière fois qu'il avait accédé à sa requête, il décida de ne plus l'aider. Alors, la princesse usa de ses yeux les plus adorables et le supplia en l'appelant un puissant et séduisant magicien. Incapable de résister à son charme, Lucas céda, et d'un simple claquement de doigts, il la téléporta. Quelques instants plus tard, Athanasia se retrouva projetée dans la cheminée du duc. Elle se cogna la tête en essayant d'en sortir. C'est alors qu'Ézéchiel apparut, la reconnaissant aussitôt comme l'ange de la dernière fois. Il lui tendit la main pour l'aider à se relever, en lui faisant remarquer qu'elle avait décidément le don d'apparaître toujours de façon inattendue. Athanasia lui expliqua que les anges étaient des esprits libres, exactement comme c'était décrit dans les contes de fées. Ézéchiel épousseta les cendres sur sa robe, ce qui la fit penser à quel point il était attentif. Il ressemblait vraiment à un grand frère naturel. Puis, il remarqua que la couleur de ses yeux avait changé depuis la dernière fois. Avant de partir cette fois-ci, Athanasia avait demandé à Lucas de changer la couleur de ses yeux, qui devinrent d'un rouge grenat profond, semblable à celui d'Ézéchiel. Il lui demanda alors pourquoi elle était venue. Après sa disparition la dernière fois, il avait craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de grave, mais il fut soulagé de la voir saine et sauve. Elle expliqua que cela la dérangeait de ne pas avoir pu lui dire au revoir, ce qui le rendit très heureux d'entendre cela. Ézéchiel avait pensé à elle dès le matin, se demandant combien de prières il devrait adresser aux cieux pour avoir la chance de la revoir. Elle fut un peu troublée par sa franchise. En voyant les valises posées sur le côté, elle comprit qu'il allait bientôt partir. Dans 2 jours, un navire partirait pour Arlanta, un pays de l'autre côté de la mer, loin d'Obélia. Dans ses souvenirs, Athanasia savait qu'Ézéchiel deviendrait le futur duc. Il devait être élevé avec soin et protégé en tant qu'héritier. Il tomberait également amoureux de Génette, deviendrait son époux, et ils mèneraient ensemble une vie heureuse. Perdue dans ses pensées,
Athanasia trébucha sur les bagages. Mais Ézéchiel la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Elle essaya de ramasser les livres qu'elle avait fait tomber. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il s'en occuperait. Elle pouvait voir à quel point il travaillait dur, voyant qu'il lisait des ouvrages qu'elle n'avait même pas encore lus. Ézéchiel pensait que son père prenait la bonne décision. Même si c'était loin, il y avait encore de bons enseignants à Arlanta. Quand elle lui demanda quand il reviendrait, il répondit « lorsqu'il aurait mérité le droit de rencontrer la princesse ». Janet frappa à la porte, appelant Ézéchiel. En la voyant, il expliqua que la chambre était en désordre parce qu'il faisait ses valises. Elle proposa son aide, mais Ézéchiel lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle sortit alors un livre, voulant qu'il le lise pour elle. Mais il l'avait déjà lu il y a 2 jours. Elle demanda alors s'il pouvait coiffer la poupée. Mais celle-ci était accrochée dehors, car elle venait juste d'être lavée. Toujours à la recherche d'une manière de passer du temps avec lui, elle suggéra d'aller dans la serre pour regarder les roses. Voyant l'air peu intéressé d'Ézéchiel, Janet soupçonna qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. Il le nia, lui demandant d'attendre qu'il ferme les fenêtres. Puis, rien qu'en entendant la voix de Janet, Athanasia pouvait sentir que c'était une fille charmante. Janet apparaissait depuis si longtemps dans ses rêves prophétiques qu'elle lui semblait aussi belle qu'un ange. Sa mère, Pénélope, était la cousine du duc Alpheus et l'ancienne fiancée de Claude. Selon la rumeur, elle n'était pas satisfaite de Claude parce qu'il n'était pas le prince couronné, et elle rompit donc leur fiançailles. Mais après que Claude fut couronné empereur, elle regretta sa décision. Par la suite, elle s'attacha à un autre membre de la famille royale, mais celui-ci disparut. Avant de mourir, elle donna naissance à un enfant aux yeux précieux, Genette. Élevée par le duc Alpheus, Genette devint une femme belle et élégante, et grâce aux présentations du duc, elle attira finalement l'attention de Claude. Tout le monde l'aimait, et elle devint heureuse en tant que princesse, tandis qu'Hati restait dans l'ombre. Soudain, Lucas s'approcha d'Hati, ce qui la surprit. Il lui demanda qui était Genette, se demandant si elle était une chimère ou une enfant modifiée par la magie noire. Hati et Lucas entrèrent ensuite dans la serre pour espionner Ézéchiel et Genette. Grâce à la magie furtive de Lucas, ils restèrent indétectables. Il décida de prendre un moment pour observer Genette. Lucas remarqua que la longueur d'onde de son énergie magique n'était pas purement celle de la famille impériale. Quelque chose d'autre s'y mêlait, et il percevait une aura de magie noire émanant de son corps. Voyant que Genette avait les mêmes yeux bleus qu'Athanasia, il se demanda si elles étaient sœurs. Pendant ce temps, Ézéchiel demanda à Genette s'il y avait une chanson qu'elle voulait entendre, mais elle se dit heureuse d'écouter ce qu'il jouerait au piano. Alors qu'il commençait à jouer une mélodie calme, Hati essayait de convaincre Lucas d'arrêter de les espionner. Soudain, Genette se mit à pleurer, car elle voulait pouvoir toujours entendre Ézéchiel jouer du piano. Elle proposa de demander au duc Alpheus de ne pas l'envoyer loin, mais Ézéchiel lui répondit que c'était aussi sa volonté. Il exauçait toujours ses demandes, mais celle-ci, il ne pouvait pas la réaliser. Il la rassura en lui disant que ce n'était pas un adieu pour toujours. Athanasia fut surprise de voir que Genette souffrait aussi lors des séparations tristes. Peu importe combien on essayait de les empêcher, on ne pouvait pas changer leur issue. Élevée sans l'amour d'un parent, Athanasia et Genette se ressemblaient, seuls et tristes. Hati ressentit alors l'envie de voir son père. Lucas lui demanda si elle avait déjà vu le futur de Genette, mais elle répondit nerveusement que même son père ne pouvait le savoir. Quoi qu'il en soit, il savait déjà qu'Athanasia n'était pas une enfant normale. L'intérêt de Lucas grandissait de jour en jour, impatient de voir comment l'avenir se déroulerait. Hati retourna joyeusement auprès de son père, le serrant chaleureusement dans ses bras alors qu'il la portait. Étant si occupée par ses études, elle voulait juste le voir. Elle était fatiguée et manquait de sommeil, mais elle ne se laisserait pas décourager si facilement. Au début, Claude pensait que ce n'était pas grave si elle abandonnait, mais en voyant sa détermination, il l'encouragea à persévérer. Elle lui demanda soudain s'il l'aimerait pour toujours, et il promit que ce serait le cas. Allongée sur son lit, elle réfléchit à toutes les personnes qu'elle avait rencontrées issues de ses rêves. Mais à un moment, la réalité devint complètement différente de ses songes. Son père ne la traitait pas comme un petit fardeau, et Ézéchiel n'était pas du tout comme son propre père. Peut-être avait-elle laissé ses rêves trop influencer sa perception. De son côté, Lucas remarqua que l'écart entre le destin réel et les rêves s'élargissait,
et il était impatient de voir où la princesse conduirait cette histoire. Dans l'empire d'Obelia, atteindre l'âge de 14 ans est un événement d'une grande importance. C'est à 14 ans que les garçons et les filles font leur entrée dans la société, révélant pour la première fois leur talent pour la danse lors d'une cérémonie officielle sur une grande place publique. Avec le temps qui passait, l'anniversaire des 14 ans d'Athanasia approchait. Son professeur de danse ne cessait de louer l'élégance de ses mouvements. Il ne restait plus qu'un mois avant son bal de débutante, et l'instructrice lui avait demandé de choisir au plus vite un partenaire digne d'elle. Les options étaient nombreuses, ce qui la plongeait dans la confusion. Avoir 14 ans, finalement, représentait un véritable travail. Depuis son 5e anniversaire, son père l'avait couverte de cadeaux chaque année. Des bijoux étincelants, de jolis accessoires et de splendides robes. Athanasia avait été surprise lorsqu'elle avait reçu une clé le jour de ses 7 ans, celle de la bibliothèque que Sa Majesté avait fait construire spécialement pour elle. Cependant, son père n'avait jamais assisté à aucune de ses fêtes d'anniversaire. Après tout, l'anniversaire d'Athanasia était aussi le jour où sa mère était morte, Lily, et Félix fêtait toujours cet événement avec elle. Et même si elle comprenait les raisons de son père, elle espérait malgré tout qu'il assiste au moins une fois. En entrant dans la pièce, Lucas fit léviter devant elle les portraits de ses prétendants potentiels. Il la taquina, lui demandant si elle avait enfin trouvé quelqu'un qui lui plaisait. La voyant contrariée, il supposa qu'elle avait des critères très élevés. Il imagina qu'aucun de ces hommes n'était à la hauteur pour elle. Elle lui demanda d'arrêter ses idioties, car elle essayait de réfléchir. Lucas savait qu'elle pensait à la manière de passer son anniversaire avec son père chaque année. Elle rêvait de cela en secret. Il tenta de lui dire simplement de le lui demander, mais Athanasia afficha un regard triste et lui demanda de la laisser seule un moment. Plus tard, elle prit le thé avec son père l'après-midi. Et, soit dit en passant, 9 années s'étaient écoulées depuis leur première rencontre. Et pourtant, il n'avait absolument pas changé. Pourquoi donc? Claude lui demanda alors si elle avait choisi un partenaire pour danser. Comme il s'agissait de sa première apparition officielle dans la société, le statut de son cavalier aurait un impact sur sa réputation. Il lui proposa son aide, mais Athanasia lui assura qu'il n'avait pas à s'inquiéter, qu'elle finirait par trouver un partenaire prochainement. Il lui demanda alors ce qu'elle souhaitait pour son anniversaire. Athanasia se rappela les paroles de Lucas, qui lui avait conseillé d'être honnête avec son père ainsi, elle demanda à passer son anniversaire avec lui. Elle regretta immédiatement sa demande, car Claude lui répondit qu'elle pouvait demander n'importe quoi, sauf cela. D'un air un peu triste, elle lui dit alors d'oublier. Être avec lui tous les jours ainsi lui suffisait déjà pour être heureuse. En partant, Félix décida de l'accompagner à Ti, lui demanda si sa requête était égoïste, mais il lui répondit que c'était normal. Après tout, elle était la fille de Claude. Il lui apprit que, chaque année, le jour de son anniversaire, Claude fermait toutes les portes du palais et n'autorisait personne à s'approcher, puis Félix lui parla de son partenaire de danse. Il fut choqué lorsque Athanasia déclara qu'elle voulait danser avec lui. Il savait que cela provoquerait la colère de Claude et affirma qu'il y avait d'autres personnes plus dignes que lui, mais Ati pensa simplement qu'il ne voulait pas danser avec elle. Lily tenta alors de la réconforter, supposant que Claude espérait peut-être devenir lui-même son cavalier pour son bal de débutante. De nos jours, beaucoup de jeunes choisissaient des partenaires de leur âge, et il était rare d'être accompagné par quelqu'un de plus âgé. Lily rappela à Ati que son père tenait énormément à elle lors du choix de son compagnon d'études. Bien qu'il ait été très inquiet, il avait tout de même respecté sa décision. Athanasia se demanda alors si son papa lui avait réellement proposé de danser avec elle plus tard, alors qu'Ati s'exerçait. Elle sursauta en voyant Lucas entrer soudainement. Surprise, elle trébucha, mais il la rattrapa avant qu'elle ne tombe, puis la taquina, disant qu'elle aurait dû se protéger avec un sortilège. Athanasia commença à se débattre, le poussant sans le vouloir et les faisant tomber tous les deux. Elle se demanda s'il était venu uniquement pour se moquer d'elle. En se relevant, une douleur vive lui traversa la cheville. Elle s'était foulé le pied. Lucas utilisa sa magie pour la soigner tout en s'excusant. Il précisa qu'il n'était pas venu pour la tourner en ridicule et s'excusa également de s'être mêlé de ce qui se passait entre elle et son père Ati, fut très surprise de le voir présenter des excuses. Elle accepta de lui pardonner, à condition qu'il l'aide à s'entraîner. Ainsi, le plus grand mage d'Obelia devint son partenaire de pratique, et la princesse, trésor du royaume, consentit alors à lui pardonner son impertinence.
Anna passa par là et prit Lucas pour le partenaire officiel du bal de débutante d'Ati. Elle s'enfuit aussitôt pour l'annoncer à tout le monde. Lucas éclata de rire face à la situation, affirmant qu'il n'avait fait qu'exprimer ses émotions honnêtes. Il conseilla à Athanasia de prendre exemple sur lui pour ce genre de choses, oser affronter son père avec ses véritables sentiments et écouter son cœur. Le lendemain matin, Lucas donna à Athanasia un examen difficile sur la théorie magique. Elle le termina rapidement et lui lança la feuille, ce qui le stupéfia lorsqu'il constata que toutes ses réponses étaient correctes. Lorsque Lily arriva dans sa chambre, Athanasia était déjà prête et ses affaires rassemblées pour son cours de danse. En sortant, Félix l'invita à aller voir les fleurs du jardin, mais la princesse avait d'autres projets. Félix, Lucas et Lily remarquèrent qu'Ati était très occupée ces derniers jours et se demandaient tous ce qu'elle préparait. Même Claude n'avait pas réussi à la voir récemment pendant ce temps. Elle passait toute la journée enfermée dans sa chambre à peindre. Elle arriva en retard pour le thé avec son père, mais apprécia pleinement le moment passé à table avec lui. Claude évoqua le fait qu'elle n'était plus venue le voir dernièrement et pensa qu'elle ne souhaitait plus passer de temps avec lui. Elle lui avoua alors qu'elle préparait un cadeau spécial pour lui, même s'il disait qu'il n'avait pas besoin de présent. Le jour de son anniversaire, son père lui offrait toujours des cadeaux empreints de toute son affection, et cela la rendait profondément heureuse. C'est pour cette raison que, cette année, Athanasia voulait offrir quelque chose à son papa. Pour une fois, ce ne serait pas elle qui recevrait, mais elle qui donnerait. Elle lui rappela qu'aucune règle n'interdisait à une fille d'offrir un présent à son père. Claude possédait de nombreux portraits dans son palais, mais chaque fois qu'Ati les regardait, elle avait le sentiment qu'il manquait quelque chose. Lorsqu'elle dévoila la peinture, les yeux de Claude s'écarquillèrent d'émerveillement. Voilà pourquoi elle s'était enfermée dans sa chambre ces derniers jours. Se surpassant au point de manquer de sommeil, elle avait même utilisé des pigments magiques pour que le tableau reste intact pour l'éternité. Son père avait toujours souhaité son bonheur, alors elle aussi voulait faire quelque chose pour lui, quelque chose qui le rendrait heureux. Athanasia souhaitait que son père soit le premier à la féliciter lors de son bal de débutante. Elle lui demanda donc de danser avec elle pour sa toute première danse. Le 14e anniversaire d'Athanasia arriva enfin, et les servantes la couvrirent de présents. Elles avaient même préparé un gâteau spécialement pour elle. Ati passa une journée merveilleuse. Lucas arriva par son balcon, et elle lui reprocha gentiment d'être en retard, tout en réclamant son cadeau. Il lui demanda alors de fermer les yeux et de compter jusqu'à 3. À l'instant où elle les rouvrit, un magnifique feu d'artifice illumina la nuit. Elle remercia le grand mage avec un sourire rayonnant. Beaucoup de choses avaient changé ces dernières années. Il y avait désormais davantage de personnes veillant sur elle, et elle était heureuse de les avoir rencontrées à cet instant précis. Ati était vraiment heureuse, et elle souhaitait que cette joie atteigne aussi son père. Dans sa chambre, Claude contemplait le portrait de sa fille. Il repensa à toutes les fois où il avait voulu. Mais Athanasia insistait toujours, lui rappelant qu'elle était sa fille. Il se remémora tous leurs moments passés ensemble et à quel point elle avait grandi chaque année lorsqu'arrivait ce jour. Elle voulait qu'il se souvienne que lui, sa mère et elle avaient toujours été ensemble, à ses côtés. Les immenses portes s'ouvrirent, tandis qu'un homme annonçait l'arrivée du soleil rayonnant d'Obélia et de sa magnifique perle. La foule applaudit avec ferveur et s'extasia devant leur majesté, présentant celui dont tout le monde parlait, la princesse Genet en personne. En remarquant son allure gracieuse et raffinée, beaucoup en vinrent à penser que la princesse Athanasia paraissait bien terne en comparaison. Athanasia se réveilla alors en sursaut, tremblante, le corps couvert de sueur froide. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait plus revu ce cauchemar. Alors pourquoi revenait-il maintenant? Lors d'un nouvel entraînement de danse, elle trébucha accidentellement. Son instructeur remarqua tout de suite son air épuisé. L'événement approchait à grands pas. Elle allait se présenter pour la première fois devant les nobles venus de tout l'Empire. Claude attendait ce moment avec impatience, et Athanasia sentait qu'elle devait absolument être à la hauteur de ses attentes. Elle craignait que si Genet apparaissait, son père découvre qu'elle n'était pas sa seule fille. Quand elle lui avait demandé d'être son premier partenaire de danse, il n'avait pas répondu. Mais qu'il accepte ou non,
Elle n'avait pas le droit à la moindre erreur. Les servantes s'inquiétaient de la voir se mettre autant de pression. Elles demandèrent donc à Lily de lui ordonner de se reposer, car elle était tombée un nombre incalculable de fois pendant l'entraînement du jour. Lily savait qu'Athanasia attendait désespérément la réponse de son père. C'est alors qu'un messager du palais Garnet arriva. Les servantes accoururent annoncer la nouvelle à Athanasia. L'empereur serait bel et bien son partenaire, et son escorte pour le bal. Ses yeux s'illuminèrent de bonheur. Folle de joie, elle courut essayer la robe et les chaussures fraîchement livrées. Plus tard, elle servit un gâteau à Lucas, lui disant qu'il devait se reposer après avoir tant travaillé. Lucas soupçonna immédiatement qu'elle tramait quelque chose. Elle lui demanda ensuite de prendre sa forme adulte pour s'entraîner avec elle. Avec le bal de débutante si proche, elle voulait qu'il l'aide à perfectionner sa danse. Mais Lucas ne comprenait pas pourquoi il devait se transformer. Elle expliqua que son père danserait avec elle et que la taille actuelle de Lucas ne correspondait pas à celle de Claude. Le grand magicien refusa. La dernière fois qu'il l'avait aidée, elle n'avait cessé de lui écraser les pieds. Elle lui promit pourtant avoir fait beaucoup de progrès. Lucas invoqua alors un mannequin en lui disant de s'entraîner avec ça. Il prétendait être beaucoup trop occupé à respirer. Le mannequin, sans articulation ni visage, lui parut effrayant. Elle se mit à hurler, exigeant qu'il crée au moins une poupée qui bouge comme un véritable humain. Mais il refusa catégoriquement. En tentant de danser avec l'inquiétante poupée molle, Athanasia trébucha encore une fois et tomba à terre. Tout ça parce que le mannequin était complètement flasque. Elle était épuisée et regretta de ne pas avoir demandé de l'aide à Félix à la place. Lucas lui demanda si elle essayait de le faire tuer, sachant très bien ce que Claude ferait s'il apprenait cela. En cherchant un autre partenaire, Athanasia se rappela alors qu'Egekio était revenu. Afin de présenter Jeannette au bal de débutante, toute la famille assistait à l'événement ensemble. On disait qu'Egekio avait été diplômée de l'Académie d'Arlanta en tête de sa promotion. Comme cela faisait 7 années qu'elle ne l'avait pas vu, elle ne pouvait s'empêcher de se demander à quoi il ressemblait désormais. Lucas, un peu agacé, lui dit d'aller le voir puisqu'elle était si curieuse. Et d'un simple claquement de doigts, elle fut téléportée l'instant suivant. Athanasia se retrouva encore une fois à tomber du ciel pour finir directement dans les bras d'Egekio. Elle ne cessait jamais de le surprendre. Il lui avoua qu'elle lui avait manqué il y a 7 ans. Elle avait disparu si soudainement qu'il avait cru ne jamais la revoir. Alors il fut soulagé de la voir maintenant. Athanasia se demanda pourquoi il brillait autant et semblait si heureux. Il n'avait absolument rien à voir avec le garçon qu'il était 7 années plus tôt. Lui aussi remarqua qu'elle avait changé, mais il la reconnut sans difficulté. C'est alors qu'ils entendirent la voix de Jeannette, qui appelait Egekio, après l'avoir cherchée partout. Athanasia lui dit qu'il devait y aller, mais, audacieux, il attrapa sa main en disant qu'il voulait l'emmener quelque part, qu'il sentait que s'il la quittait maintenant, elle disparaîtrait encore. Egekio conduisit Athanasia dans un champ de fleurs où il venait d'habitude lorsqu'il voulait être seul. C'était son endroit secret. Elle trouvait cet endroit magnifique. Depuis le jour où il l'avait rencontré, il y a 7 ans, il venait ici tous les jours. Même lorsqu'il étudiait à l'étranger, il s'arrangeait pour venir une fois tous les 6 mois, sans exception, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Bien qu'il ne se soit rencontré que quelques instants ce jour-là, Egekio se demandait encore pourquoi il agissait ainsi. Lorsque Athanasia lui demanda comment était Arlanta, il lui répondit qu'il y avait passé de très bons moments. Il avait terminé tout le programme d'études en seulement 6 années. Elle l'invita alors à lui raconter quelques anecdotes amusantes. Lorsqu'il est arrivé pour la première fois, ce fut difficile. En tant que fils d'un duc obélion, les gens doutaient qu'il puisse accomplir quoi que ce soit et pensaient qu'il était simplement là pour renforcer sa crédibilité. Ézéchiel avait étudié l'arlantéen, mais lorsqu'il essaya réellement de l'utiliser, tout se passa mal. Et bien sûr, les gens continuèrent de se moquer de lui. Il étudia frénétiquement pour suivre ses cours, puis il réalisa que le niveau de l'académie était vraiment élevé. Les professeurs érudits, l'abondance d'ouvrages écrits, la profondeur des recherches en sociologie, tout le captivait. Après avoir été diplômé avec 1 an d'avance, son professeur voulait encore qu'il poursuive ses études à Arlante. Mais bien sûr, afin de succéder à sa maison, il devait retourner dans sa patrie bien-aimée. Il était l'héritier d'une maison ducale, alors il devait veiller à ne pas déshonorer sa famille. Ézéchiel paraissait toujours si à l'aise. Athanasia n'aurait jamais imaginé qu'il ressente autant de pression.
Tout le monde se heurtait parfois à un mur, alors elle était déterminée à faire de son mieux, elle aussi. Ézéchiel mentionna ensuite qu'il y avait une autre raison à sa hâte. Il prit une fleur derrière les cheveux d'Athanasia et lui dit que, pendant qu'il était loin d'Obélia, il y avait une certaine personne qu'il ne voulait surtout pas laisser lui échapper. À ce moment-là, Athanasia était sur le point d'être téléportée. Ézéchiel lui promit que la prochaine fois, c'est lui qui viendrait la voir. Lorsqu'elle revint, elle réprimanda Lucas pour l'envoyer d'un endroit à l'autre comme bon lui semblait. Cela dit, elle se sentit un peu gênée tout à l'heure, alors peut-être que c'était finalement mieux ainsi. Elle remarqua que Lucas paraissait agacé, et il admit qu'il était de mauvaise humeur. Puis il lui tapa le front du doigt et s'éloigna, la laissant complètement perplexe. Après cela, Athanasia poursuivit ses cours de danse, se mouvant avec grâce à chaque pas. Son instructrice la complimenta, disant que sa danse était parfaite aujourd'hui. Même s'il était encore tôt, elle proposa qu'elle s'arrête là pour qu'Athanasia puisse se reposer suffisamment pour demain. Le soir, Athanasia demanda à Lily si les gens l'accepteraient vraiment comme princesse lors du bal des débutantes. Lily n'avait aucun doute, affirmant qu'ils deviendraient tous captifs des charmes de la princesse. Pourtant, Athanasia se sentait nerveuse, mais Lily parvint à la rassurer un peu. Lily évoqua à quel point la princesse avait grandi. Quand elle l'avait rencontrée pour la première fois, elle était si petite que même la portée rendait Lily nerveuse. À présent, elle était devenue une magnifique jeune femme. Athanasia travaillait avec sincérité et diligence. Elle déchiffrait des partitions anciennes et difficiles. La voir se consacrer à l'acquisition de la magie avait même poussé Lucas à reconnaître ses efforts. Même avec ses leçons de danse pour le bal, Athanasia ne se ménageait jamais. Lily était si fière d'elle, si heureuse d'avoir pu veiller sur la princesse pendant qu'elle grandissait. Marcher à ses côtés rendait Lily vraiment heureuse. Elle était certaine que le père d'Athanasia ressentait la même chose, et elle l'assura que tout se passerait bien. Puisque demain aurait lieu le bal des débutantes, le père d'Athanasia danserait avec elle pour sa danse de début. Cela ne s'était pas produit dans ses rêves du futur. Elle espérait que l'accumulation de tous ses efforts pourrait changer le cours du destin. Deviendrait-elle une fille dont son papa serait fier? Enfin, le jour du bal de débutante arriva. Les servantes s'affairaient toutes autour d'Athanasia, la préparant avec soin. Bain, coiffure, robe, bijoux, tout était minutieusement organisé. Athanasia ne s'était jamais imaginé que la préparation d'un bal de débutante demandait autant de travail. Peu après, Claude arriva en carrosse pour venir chercher sa fille. Des pétales de fleurs flottèrent doucement dans l'air, tandis que la princesse faisait son apparition, radieuse. Elle était véritablement un spectacle à couper le souffle. Elle descendit les marches et s'approcha de son père. C'était la première fois qu'elle le voyait en tenue de cérémonie, en dehors de réunions diplomatiques. Il la complimenta, disant qu'elle était magnifique, tandis qu'elle prenait sa main. Sur le chemin du bal, Athanasia entendait les voix résonner dans la salle, et son cœur se serra. La nervosité monta. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si les choses se dérouleraient comme dans ses rêves. Voyant son inquiétude, Claude lui demanda où était passé le courage qui l'avait poussé à lui pincer le visage, jadis. Il lui proposa même de faire en sorte que tout le monde garde la tête baissée jusqu'à la fin, comme le faisaient les soldats. Mais Athanasia n'en voulait pas. Tant que son papa était à ses côtés, tout allait bien. Il lui dit alors de ne se soucier de personne d'autre. Ailleurs, le duc Alpheus rejoignit Jeannette pour lui annoncer que le bal allait commencer et qu'elle pourrait enfin rencontrer son père et sa sœur cadette. Il lui promit d'attendre le bon moment pour prévenir Claude, lui assurant qu'elle pourrait bientôt réintégrer la famille impériale. Peu après, les portes de la grande salle s'ouvrirent et tous les regards se tournèrent vers Claude et Athanasia, descendus des escaliers. La beauté de la princesse émerveilla l'assemblée. Puis, le père et la fille s'avancèrent sur la piste de danse, offrant une prestation gracieuse et harmonieuse. Athanasia confia à son père que Madame Pompidou avait complimenté sa façon de danser. Et à cet instant, elle marcha accidentellement sur le pied de son père. Juste après, elle faillit tomber, mais Claude la rattrapa habilement, rendant leur prestation encore plus spectaculaire. Rouge de honte, Athanasia balbutia, mais il lui dit de ne pas paniquer et de simplement suivre son rythme. En faisant cela, ils reçurent une salve d'applaudissements. Après leur danse, Claude invita doucement la princesse à aller s'amuser avec des gens de son âge. Alors qu'elle discutait avec quelques jeunes filles,
Athanasia aperçut le duc Alpheus. Elle se demanda s'il cherchait son père pour lui présenter Jeannette. Comme dans ses rêves. Elle ne voulait surtout pas que cela arrive. Soudain, plusieurs hommes s'approchèrent d'elle, chacun lui demandant une danse. En quelques secondes, elle se retrouva entourée. C'était trop pour elle. Elle en perdit presque ses mots en essayant de répondre. C'est alors qu'Ézéchiel apparut derrière elle. Il demanda calmement aux autres prétendants de s'écarter, expliquant que la princesse lui avait déjà promis une danse. Les hommes partirent, un peu déçus. Puis, il s'excusa auprès d'Athanasia pour avoir agi sans son accord, avant de lui demander plus humblement si elle accepterait de danser avec lui. Elle accepta, même si elle était un peu nerveuse. Après tout, il connaissait désormais sa véritable identité. Pendant ce temps, le duc Alpheus rejoignit Claude. Ils échangèrent d'abord quelques banalités, puis Alpheus tenta d'insinuer que, s'il existait d'autres princes ou princesses, Sa Majesté les chérirait tout autant. Claude démentit immédiatement. Tant qu'Athanasia ne se dupliquait pas, il n'y avait aucune raison d'en avoir d'autres. Le duc ajouta alors qu'il avait une fille adoptive, douce, gentille, et qui ferait une parfaite compagne pour la princesse si celle-ci venait à se sentir seule. Mais soudain, Claude détourna brusquement le regard. Quelque chose, ou quelqu'un, venait de capter toute son attention. Il coupa sèchement la conversation, déclarant qu'il n'avait aucun intérêt pour ce que racontait le duc. Après qu'Athanasia et Ézéchiel eurent terminé leur danse, il lui dit qu'il était honoré d'avoir partagé ce moment avec elle. En s'éloignant, la princesse tourna son attention vers le duc Alpheus et son père, mais elle refusa de laisser l'inquiétude l'envahir. Au contraire, elle voulait montrer à tout le monde sa détermination et devenir une fille dont son papa serait fier. Elle attira l'attention de tous, annonçant qu'elle souhaitait offrir un cadeau à son père, le fils d'Obélius. En récitant son sort, elle fit apparaître une scène magnifique, un ciel nocturne illuminé d'innombrables étoiles. Puis, alors qu'une fleur s'ouvrait, l'image de son épouse, l'impératrice Diana, se matérialisa devant Claude. Athanasia joua une douce mélodie au piano, tandis que ses parents prenaient place sur la piste de danse. Elle avait imaginé tout cela pour que ses parents puissent se voir ensemble. Et à cet instant, elle était véritablement heureuse. Tout le monde fut émerveillé et applaudit la princesse pour cette démonstration magique splendide. Pendant que le duc Alpheus quittait la salle en silence, Jeannette se trouvait encore dans sa chambre, se demandant si elle pourrait rencontrer son père et sa sœur aujourd'hui. Sur le chemin du retour en carrosse, Claude offrit un présent à Athanasia. Il complimenta l'extraordinaire réussite de son bal de débutante et se dit surpris de voir à quel point elle avait grandi. Puis il lui souhaita un joyeux anniversaire, même s'il était en retard, sachant qu'elle avait voulu qu'il soit le premier à la féliciter. À la demeure des Alpheus, le duc fut approché par l'homme masqué aperçu au bal, celui que Claude avait remarqué. L'homme expliqua que les choses ne se déroulaient pas comme prévu, et Alpheus répondit que Claude était bien trop méfiant. Lorsque le duc lui demanda pourquoi il était apparu au bal, l'homme dit qu'il avait un plan déjà en marche. Puis, Jeannette frappa à la porte, et l'homme masqué disparut aussitôt. Le duc Alpheus la laissa entrer, lui disant qu'Athanasia avait été le centre de toutes les attentions lors du bal, et que Claude n'était absolument pas disposé à accepter une autre fille. Il lui demanda donc d'être encore un peu patiente. De retour dans la chambre d'Athanasia, celle-ci ouvrit le cadeau de son père et y découvrit un joli ruban rouge. Avec celui-ci se trouvait une petite lettre sur laquelle était écrit « Athanasia, je souhaite ton bonheur éternel. » Athanasia avait du mal à trouver le sommeil cette nuit-là. Elle entendait encore la musique de sa danse de débutante résonner dans son esprit. Tout s'était si bien déroulé, et c'était la première fois qu'elle voyait le visage de son papa éclairé par un bonheur aussi sincère. Contrairement à ce qu'elle avait vu dans ses rêves, le duc Alpheus n'avait pas présenté Jeannette à Claude, ce qui la faisait se demander ce dont ils avaient bien pu parler. Pour une raison qu'elle ignorait, un malaise lui serrait le cœur. Alors qu'elle contemplait le ciel étoilé, Lucas s'approcha d'elle. Se penchant vers son visage, il ne vit aucune trace de larmes, mais il devina qu'elle était abattue. Il lui demanda si quelque chose s'était passé durant son bal de débutante, mais elle répondit que tout allait bien. Il la taquina alors sur le fait d'avoir dansé avec quelqu'un d'autre que son père et, peut-être, d'avoir marché sur les pieds de quelqu'un. Incapable de nier sa maladresse, elle tenta d'insister sur le fait que tout allait parfaitement, mais une douleur soudaine traversa son cœur et elle s'effondra. Lucas la rattrapa immédiatement,
lui expliquant que la fluctuation trop intense de ses émotions avait provoqué un débordement de son énergie magique. Il déclara donc qu'elle s'entraînerait encore plus dur à partir de demain. Usant de sa magie, il la ramena doucement dans son lit. Il se demanda ce qu'elle ferait s'il n'était pas là. Son esprit hésitait entre partir pour préserver sa magie ou rester pour veiller sur elle. Finalement, il décida de rester un peu plus longtemps, en voyant que ses rêves recommençaient à la tourmenter. Le lendemain, Athanasia reçut une montagne de lettres provenant des nobles, l'invitant à leur réception. Anna suggéra d'accepter celle de la maison du marquis Alain, car leur fils était réputé charmant et promis à un brillant avenir. C'est alors que Lily lui rappela que le choix revenait à la princesse elle-même. Elle lui conseilla de ne pas trop se tracasser à ce sujet. Athanasia se demanda s'il serait raisonnable pour elle d'y aller. Comme elle n'avait jamais quitté les terres du palais, elle décida d'aller demander la permission à son père. À la fête, les jeunes filles étaient jalouses de l'attention que Claude portait à Athanasia, surtout en voyant à quel point le jardin était magnifique. Elles complimentèrent aussi la princesse, affirmant qu'elle ressemblait à une héroïne sortie tout droit d'un conte de fées lors du bal. Puis, leur regard fut attiré par la prestance de Félix, qui montait la garde non loin de là. Elle le connaissait sous le surnom de « Chevalier Rouge-Sang », sœur Félix Robin, celui qui avait aidé Claude à sauver Obélia de la magie noire. Athanasia, quant à elle, fut stupéfaite d'apprendre que Félix possédait un tel surnom. Les jeunes filles avaient également entendu dire que la princesse était accompagnée d'un sorcier de génie. Pour elle, les cheveux de Lucas étaient noirs comme le ciel nocturne et ses yeux écarlates brillaient d'un éclat particulier. Son regard, chargé d'une profonde mélancolie, rappelait celui d'un loup solitaire. Elle se souvenait aussi qu'Ézéchiel avait dansé avec la princesse pendant le bal. Voyant qu'Athanasia n'était pas très à l'aise dans ce genre d'environnement, Jeannette proposa de transmettre leurs compliments à Ézéchiel. Lorsque les jeunes filles réalisèrent que Jeannette était la cousine au second degré d'Ézéchiel, elles commencèrent à l'assaillir de questions sur les goûts et les centres d'intérêt du jeune homme. Athanasia profita d'un moment pour s'éclipser, car elle commençait à se sentir épuisée. Les filles étaient charmantes, mais suivre le rythme était épuisant pour elle. Tout comme dans ses rêves, Jeannette gagnait peu à peu leur affection et leur confiance. Jeannette vint la rejoindre, lui demandant si la conversation l'ennuyait. Athanasia lui expliqua qu'elle n'était simplement pas habituée à ce genre d'événement, puisque c'était son premier thé mondain. Elle ne savait pas de quoi parler et craignait que les gens la trouvent ennuyeuse. Elle redoutait même que personne ne veuille être son amie, mais Jeannette la rassura, affirmant qu'elle souhaitait vraiment devenir son amie et lui demandant si elle accepterait de venir un jour chez elle. Les autres jeunes filles, ayant entendu l'invitation, voulurent à leur tour inviter la princesse. De retour au palais, Athanasia confia combien elle s'était amusée. Elle avait même réussi à se faire de nombreuses amies. En entrant dans le salon, elle vit Lucas endormi sur le canapé. Elle se souvint alors de la façon dont ses amis l'avaient décrit et, malgré elle, dut admettre qu'il était très séduisant, même si sa personnalité restait, selon elle, absolument exécrable. Il se réveilla brusquement, la faisant sursauter, et après avoir retiré une saleté magique de ses cheveux, il se rendormit aussitôt. La princesse s'inquiéta, croyant qu'il était peut-être malade, mais comme il ne répondait pas, elle quitta la pièce, agacée. Ce qu'elle ignorait, c'est que lors de la promenade en barque, Claude refusa catégoriquement. En se remémorant la manière dont les nobles avaient entouré Athanasia pendant le bal, il en ressentit une pointe de jalousie. Il se souvint aussi que, lorsqu'elle était beaucoup plus jeune, elle était tombée à l'eau lors d'une précédente sortie en barque. Athanasia pensa qu'il était bien plus effrayant à cette époque-là. Elle lui demanda alors si elle pouvait voir une fleur de plus près, espérant que, lorsqu'il serait détendu en admirant de jolies fleurs, elle pourrait lui demander la permission de quitter le palais. Claude trouva ses goûts étranges, mais, utilisant ses pouvoirs, il souleva un lotus hors de l'eau, révélant les tentacules sous la surface, et lui dit de l'admirer autant qu'elle le souhaitait. Apeurée, Athanasia se cramponna immédiatement à son père en criant, le suppliant de le jeter loin d'elle parce qu'elle ne l'aimait pas du tout. Dans sa panique, elle fit chavirer la barque, entraînant tous deux dans l'eau. Elle était terriblement embarrassée. Son père venait encore une fois de la sauver. C'était, selon elle, la plus grande erreur de sa vie. Non seulement elle n'avait pas réussi à le convaincre de lui permettre de quitter l'enceinte du palais, mais elle eut en plus droit à une sévère réprimande. Pour se changer les idées,
Athanasia décida d'aider Lily en cuisine. Lorsque Lily lui demanda si elle avait choisi à quelle fête elle voulait assister, la princesse se plaignit du fait que son père était beaucoup trop protecteur et refusait de la laisser sortir du palais. Quand Félix arriva, Athanasia plaisanta en lui demandant de l'enlever d'ici, mais il lui annonça plutôt que Claude avait un cadeau pour elle et qu'elle devait le suivre. Félix la conduisit alors à un magnifique jardin de roses que Claude préparait depuis longtemps. Athanasia était libre d'en faire ce qu'elle voulait. Elle pouvait donc l'utiliser pour organiser une petite fête autour d'un thé. Lily lui demanda ensuite de réfléchir à qui elle souhaitait inviter. Plus tard, Anna vint récupérer les invitations qu'Athanasia écrivait afin de les envoyer. L'une d'entre elles était destinée à Jeannette. Lorsque Jeannette arriva au palais, elle était complètement perdue en cherchant son chemin. Elle fut arrêtée par Claude et ses gardes. Elle expliqua qu'Athanasia l'avait invitée et tenta de se présenter, mais Claude ne prêta aucune attention à son nom. Sans l'intervention de sa fille, Jeannette n'aurait probablement pas quitté les lieux indemnes. Elle craignait désormais qu'il la déteste, mais espérait qu'il ne serait plus aussi froid envers elle lorsqu'il connaîtrait la vérité. Dans une tour magique, l'homme mystérieux, aperçu aux côtés du duc Alpheus, découvrit une montagne de trésors, exactement comme il s'y attendait. Il décida alors de préparer un petit cadeau pour la princesse. Pendant ce temps, en se promenant dans la bibliothèque, Athanasia se rappela que Jeannette et Helena avaient mentionné aimer la poésie des chevaliers. Elle cherchait donc un manuscrit, sans jamais imaginer tomber nez à nez avec Ézéchiel. Elle lui demanda ce qu'il faisait dans sa bibliothèque privée, et il expliqua que, puisqu'il avait vécu longtemps à l'étranger, il avait oublié la géographie d'Obélia. Ézéchiel prétendait savoir que cet endroit lui appartenait, mais Athanasia voyait bien qu'il mentait. Elle l'accusa d'être un intrus et menaça d'en appeler à la justice, mais Ézéchiel répliqua qu'elle ne le pouvait pas, car en matière d'intrusion, ses propres crimes étaient bien pires que les siens. Athanasia resta sans voix, se souvenant de toutes les fois où elle-même était entrée chez lui sans invitation. Elle se plaignit, disant qu'il était exactement comme son père. Ézéchiel s'excusa pour son impolitesse et déclara qu'il accepterait n'importe quelle punition. Mais voir celle à laquelle il pensait sans cesse le rendait heureux, et il demanda la permission de s'approcher davantage. C'est alors que Lucas apparut, l'interrompant et précisant que Sa Majesté n'approuverait pas un tel comportement. Ézéchiel demanda au sorcier ce qui lui donnait le droit d'entrer dans la bibliothèque de la princesse, et Lucas répondit qu'il était au service de la maison impériale. L'atmosphère devint lourde, leurs regards tranchants comme des lames. C'était un face-à-face, le charme doux contre le loup solitaire. La princesse les calma, expliquant à Ézéchiel que Lucas avait l'autorisation d'être ici. Il n'y avait aucune raison de remettre sa position en question. Lucas, fier, déclara qu'il était ce mage choisi à la place d'Ézéchiel quelques années plus tôt. Ézéchiel s'inclina finalement et prit congé, remettant un livre à la princesse avant de partir. Lucas lui arracha aussitôt le livre des mains, taquinant Athanasia lorsqu'il vit qu'il s'agissait d'un roman d'amour. Sur le chemin du retour, Athanasia évoqua leur affrontement dans la bibliothèque, mais Lucas s'en moquait. Un type comme lui ne l'intéressait pas. Elle lui rappela pourtant qu'Ézéchiel appartenait à la maison Alpheus, dont les terres fertiles et les mines faisaient une famille extrêmement riche. Malgré tout, Lucas se considérait toujours comme le véritable gagnant. La princesse lui fit remarquer qu'Ézéchiel était plus grand que lui. Aussitôt, Lucas reprit sa forme adulte, lui rappelant qu'il ne se présentait en enfant que pour s'adapter à elle. En la regardant ainsi, il déclara que la noble princesse était ridiculement minuscule. Athanasia, prise de panique, se mit à frapper Lucas pour qu'il reprenne sa forme habituelle. Elle le prévint sévèrement de ne plus se transformer sans sa permission. De retour au manoir, la princesse se demanda quoi offrir en retour de tous les cadeaux qu'elle avait reçus lors de sa dégustation de thé. Lucas lui dit qu'elle n'avait rien à faire, mais elle répondit que ces personnes étaient ses précieux amis. Comme lui. Aussitôt, elle devint rouge, craignant de lui gonfler l'ego. Lucas lui demanda si elle les considérait comme ses égaux, et alors qu'Athanasia commençait à dire qu'il était un peu plus important, elle regretta immédiatement ses paroles. Elle ne voulait pas qu'il devienne encore plus prétentieux. Fier de lui, le grand sorcier proposa de l'accompagner en ville pour choisir ses cadeaux de remerciement. Évidemment, il recommençait à faire le malin. La princesse demanda ensuite comment ils allaient sortir du palais. En un claquement de doigts, Lucas les téléporta en ville.
Athanasia confirma ainsi qu'il pouvait réellement utiliser la magie de téléportation. Il changea ensuite leurs vêtements pour éviter qu'elle ne se fasse remarquer. Athanasia resta émerveillée par la foule, les fruits, la nourriture et les magnifiques tissus exposés un peu partout. Ils s'arrêtèrent dans un café où la princesse commanda toutes sortes de douceurs. Lucas se demanda alors s'il existait une magie empêchant Athanasia de prendre du poids après tout ce qu'elle mangeait. Quand Lucas remarqua Jeannette à l'extérieur, Athanasia se cacha immédiatement le visage. Puis il utilisa sa magie pour qu'il puisse entendre sa conversation avec un marchand. Jeannette cherchait un cadeau à offrir à quelqu'un de très précieux pour elle. Cette personne comptait énormément, et elle espérait que ses sentiments seraient transmis. Le marchand lui suggéra alors de chercher au marché magique, bien qu'il soit dangereux. Il valait mieux y aller accompagné. Intriguée, Athanasia demanda ce qu'était ce marché magique. Lucas expliqua qu'on y trouvait des objets insolites ou interdits, des livres de magie noire, des artefacts maudits, et même des monstres. Aussitôt, la princesse décida qu'elle voulait y aller aussi. Ils suivirent Jeannette discrètement pour qu'elle ne les repère pas. Quand Jeannette entra dans une boutique pour choisir un cadeau, Lucas sentit une aura de magie noire à l'extérieur. Il partit l'examiner, demandant à Athanasia de l'attendre. En parcourant la foule, il détecta soudain un puissant flux de magie noire qui le surprit profondément. Pendant ce temps, Athanasia s'approcha de Jeannette et remarqua que l'homme qui se tenait près d'elle avait des traits rappelant Claude. En regardant la perle que Jeannette tenait, Athanasia ne réalisa pas que l'homme y avait secrètement insufflé de la magie noire. De son côté, Athanasia trouva l'étranger hautement suspect. Une fois les achats terminés, la princesse décida de rentrer. Athanasia chercha Lucas partout en ville, sans réussir à le retrouver. C'est alors que l'homme décida qu'il était temps pour la princesse d'affronter son épreuve. La malédiction tissée dans la perle se réveilla soudain, libérant une énorme sphère de magie noire et invoquant un monstre au milieu de la ville. La créature chargea Jeannette, mais Athanasia arriva in extremis, utilisant sa magie pour la sauver. Tandis qu'elle luttait pour retenir la bête, Lucas éliminait encore les traces de magie noire ailleurs. Voyant l'explosion au loin, il comprit le vrai objectif du coupable et libéra Raven pour secourir la princesse. Athanasia ne tenait plus qu'à un fil. Sa magie diminuait dangereusement. Elle réussit à retenir le monstre quelques secondes, mais la perle de Jeannette renforça la bête, qui brisa ses entraves. En fuyant, Athanasia ordonna à Jeannette de se cacher, agissant elle-même comme appât. Peu après, Raven arriva et engagea le combat. Profitant de l'ouverture, la princesse récita un sort, matérialisant un arc de lumière entre ses mains. Elle décocha une flèche lumineuse qui anéantit le monstre et brisa la perle maudite. Après cela, Jeannette demanda ce qu'Athanasia faisait ici. La princesse répondit que c'était un secret et lui fit promettre de ne rien répéter. Jeannette voulut alors lui offrir son cadeau, mais fut choquée de voir la perle détruite. Athanasia la rassura avec douceur. Ses sentiments étaient le plus beau cadeau. Elle lui demanda même de l'appeler par son prénom, car elles étaient amies. Lorsque Lucas revint, Athanasia se plaignit immédiatement de l'avoir abandonnée. Et même si elle se vantait d'avoir battu le monstre, il la taquina en disant qu'elle faisait bien la maligne pour une créature aussi faible. Ils rentrèrent ensuite au palais, ignorant totalement que Athanasios observait la scène à travers un orbe magique. Le lendemain, Félix informa Claude qu'il y avait eu une augmentation drastique des demandes de mages de la part des fermiers. Chaque année, à l'approche de la période des récoltes, des monstres apparaissent, et il arrive que de nombreuses personnes soient blessées. Cependant, les mages affectés à chaque région avaient toujours mis en place des mesures anti-monstres efficaces. Mais cette année était différente. Félix pensait que cette soudaine augmentation du nombre de monstres était probablement le résultat des agissements de quelqu'un dans l'ombre. Claude lui demanda alors de convoquer les mages et d'élaborer un plan de soutien. Pendant ce temps, Athanasia n'arrivait pas à croire que Lucas avait utilisé la magie pour créer les pièces d'or qu'ils avaient utilisées la veille. Il se vanta en disant que ce genre de choses était facile. Un simple claquement de doigts suffisait. Elle était furieuse contre lui pour avoir trompé les gens de cette manière, et elle craignait qu'ils ne finissent en prison. Lucas répondit qu'il n'avait qu'à retourner leur donner de véritables pièces. Puisqu'Athanasia était une princesse, elle devait forcément avoir de l'argent. Cependant, elle n'achetait jamais rien pour elle-même, et elle n'avait donc pas d'argent sur elle. Ses bijoux portaient le sceau impérial, et si elle les vendait, tout le monde saurait qu'elle s'était enfuie en cachette.
Félix apporta alors quelques friandises à la princesse, lui expliquant que son père était attristé de ne pas avoir pu l'accompagner. Il lui parla également de la situation des monstres, raison pour laquelle Claude rassemblait les mages. Mais il ajouta que, si la princesse se retrouvait un jour dans une situation délicate, elle pouvait librement faire appel à lui. Athanasia lui demanda alors un service. Par la suite, elle retourna voir tous les commerçants de la ville, les paya avec de l'argent véritable et s'excusa d'avoir utilisé des pièces créées par magie. Une fois cela terminé, elle n'avait plus un sou. Lucas se mit en colère contre elle pour l'avoir entraînée dans une affaire aussi fastidieuse, mais elle répondit que le grand mage n'avait qu'à utiliser l'argent qu'il avait gagné la prochaine fois. Il répliqua aussitôt, lui rappelant qu'elle empruntait toujours de l'argent auparavant et la traitant de pauvre. Comme il s'agissait de Félix, elle pensa que cela n'aurait sans doute aucune importance si elle ne le remboursait pas. Furieuse, elle quitta les lieux en trombe, essayant de trouver un moyen de lui rendre son argent et réfléchissant à la manière dont elle pourrait en gagner. La princesse dit à Félix qu'elle aimerait participer aux récoltes de cette année en tant que mage. Non seulement elle pourrait ainsi gagner de l'argent, mais elle aiderait aussi son papa. Elle craignait que son père ne l'autorise pas à le faire, mais Félix pensait au contraire qu'il serait ravi de la soutenir. Athanasia rencontra ensuite Claude pour lui faire sa demande, mais il répliqua que servir en tant que soutien n'était pas une tâche facile. Elle lui répondit qu'en tant que princesse, utiliser ses pouvoirs pour lui et pour le peuple allait de soi. Félix appuya ses paroles, expliquant à Claude que c'était une occasion parfaite pour la princesse de montrer son amour envers ses sujets. Claude accepta, à condition qu'il choisisse lui-même l'endroit où elle irait, et qu'elle obéisse à Félix. Il décida alors de l'envoyer dans le district d'Aug, la région d'où venait sa mère. Elle devait également envoyer un rapport chaque jour. Cette nuit-là, tandis qu'elle faisait ses bagages, elle utilisa la magie pour faire tenir toutes ses affaires dans une petite bourse. À partir de demain, elle n'aurait plus à entendre les remontrances de Lucas, mais elle fut surprise lorsqu'il lui annonça qu'il partait dès ce soir. Il lui expliqua qu'il devait s'occuper d'un problème épineux, se rappelant sa rencontre avec la magie noire en ville. Il ne pouvait ni lui dire où il allait, ni quand il reviendrait. Cependant, il avertit Athanasia de ne pas s'impliquer avec Jeannette pendant son absence. Athanasia s'inquiétait pour lui, car elle le considérait comme un ami, et cela la mettait encore plus en colère qu'il ne lui dise jamais rien. Il se remémora alors les paroles de son maître autrefois. Son maître avait réellement pitié de lui. Il se transforma ensuite en sa forme adulte et s'envola. Le lendemain, la princesse et Félix arrivèrent à Aug et furent accueillis par le comte Carey Harris. En voyant Athanasia, le comte ne la prit pas au sérieux et pensa qu'elle ne pourrait pas supporter les dangers. Soudain, les fermiers commencèrent à fuir, paniqués, tandis que des monstres apparaissaient. Les mages tentèrent de contenir les bêtes à l'aide d'une barrière, mais celles-ci réussirent à la briser. Athanasia se précipita alors sur la ligne de front, protégeant un mage sur le point d'être attaqué. Elle récita une incantation et élimina tous les monstres en un instant. Le soir venu, les habitants du village célébrèrent l'événement en se rassemblant autour d'un grand feu de camp. Grâce à l'aide de la princesse, ils nourrissaient de grands espoirs pour la récolte de cette année. Ils pouvaient désormais se reposer l'esprit tranquille et se préparer au festival à venir. Cette nuit-là, Athanasia reçut enfin sa rémunération et put rembourser l'argent qu'elle avait emprunté à Félix. Elle était profondément heureuse d'avoir travaillé et gagné cet argent par ses propres moyens. Le comte Harris remercia la princesse et s'excusa pour son impolitesse précédente. Il n'avait pas mesuré l'étendue de sa puissance magique, mais désormais, elle avait toute son estime et son respect. En l'entendant dire combien elle était heureuse d'avoir pu être utile à tous, le comte lui confia qu'elle ressemblait énormément à sa mère. Apparemment, il avait très bien connu la mère d'Athanasia. Autrefois, à cause de la magie noire de l'empereur maléfique Anastasius, la vitalité de ces terres avait été arrachée, rendant toute culture impossible. Le pays avait alors traversé la plus grande famine de son histoire. À cette époque, Claude, qui n'était encore qu'un prince, leur avait apporté des provisions. C'est ici même qu'il rencontra l'impératrice Diana. Le comte Harris se souvenait encore avec une grande netteté de la manière dont elle dansait lors du festival des récoltes, ainsi que de l'allure de Claude dans sa jeunesse. Non seulement l'empereur Claude avait apporté des vivres, mais il s'était aussi battu vaillamment contre les monstres pour protéger l'impératrice. L'impératrice Diana avait également sauvé de nombreuses princis, mais tant que la magie noire persistait, la famine et les épidémies continuaient de se propager. Afin de sauver l'Empire,
Claude vainquit finalement le cruel Anastasius. Ainsi, l'empire d'Obelia fut libéré de la magie noire, et toute chose retrouva peu à peu sa vitalité. Claude devint empereur et prit Diana pour épouse. Ensemble, ils apportèrent la lumière à l'empire d'Obelia. À présent, 16 ans plus tard, la princesse protégeait à son tour la région d'Og. Harris était certain que ses parents seraient immensément fiers d'elle. À leur insu, Anastasius s'introduisit dans la chambre d'Athanasia et plaça une malédiction sur le ruban que son père lui avait offert. Pendant ce temps, dans une forêt morte, Lucas localisa la source de la magie noire, dissimulée au sein d'une tombe. Le jour de la fête des moissons, la ville était en pleine effervescence, chacun s'activant pour les préparatifs. Athanasia reçut la visite de son père, et elle fut si heureuse de le voir qu'elle se jeta dans ses bras pour lui faire une énorme étreinte. Il lui rappela alors qu'elle était censée envoyer des rapports quotidiens comme condition à son départ du palais. Mais tant de choses s'étaient produites qu'elle avait complètement oublié d'écrire la moindre lettre. Athanasia lui demanda ensuite ce qui l'avait amené ici, et Félix expliqua que Claude allait accomplir un rituel à la source magique à l'occasion du festival. Cette fois-ci, Claude souhaitait qu'Athanasia l'accompagne. Ils se tinrent tous deux devant le peuple, prêts à accomplir la cérémonie de l'offrande sacrée. Le comte Harris présenta le premier blé mûr de l'année comme symbole de l'abondance des récoltes d'Og et de l'espoir qu'elle représentait. Les princes le reçurent, tandis que le peuple priait pour qu'Obelia brille de 1000 feux et les guide vers une prospérité éternelle. En chemin vers la source, Claude remarqua qu'Athanasia portait le ruban qu'il lui avait offert. Elle y tenait énormément, car il venait de lui. Le comte Harris leur annonça ensuite que toute autre personne était interdite d'aller au-delà de ce point. Ainsi, il devrait continuer seul à partir d'ici. Pendant ce temps, après avoir suivi les traces de magie noire, Lucas fut conduit jusqu'à sa tour. À l'aide du miroir qui s'y trouvait, il observa le passé et vit qu'Anastasius avait été attiré par des livres de magie noire, se demandant ce qu'il pouvait bien être en train de manigancer. À sa grande surprise, il aperçut ensuite Athanasia et Claude à l'intérieur de la tour. Il s'avérait que la source magique se trouvait sous cet endroit. Claude expliqua à Athanasia qu'au sommet de la tour vivait un grand magicien qui protégeait la source depuis des générations. En entendant cela, elle comprit qu'il parlait de Lucas, mais elle doutait qu'un magicien qui passait ses journées à paresser puisse être quelqu'un d'aussi important. Peu après, ils arrivèrent à la légendaire source magique, berceau des âmes et origine de toute vie. C'était un lieu sacré, mais pour une raison inconnue, Athanasia ressentit une profonde douleur dans la poitrine. À mesure qu'il s'en approchait, l'énergie magique dérivait vers elle, dégageant une chaleur réconfortante. Claude expliqua que ces lumières étaient l'énergie qui avait débordé de la source. C'était l'origine de la magie reliant toutes choses entre elles. Elle pouvait lire le cœur des humains et ne répondre qu'aux prières les plus pures. En tant que représentant de l'empire d'Obelia, Claude offrit à la source sa gratitude la plus sincère. Puis, ce fut au tour d'Athanasia d'en faire autant. S'avançant vers l'arbre, elle offrit un faisceau de blé et se réjouit en voyant que son offrande était acceptée. Cependant, lorsqu'elle se retourna, la malédiction dissimulée dans son ruban s'activa, l'enveloppant dans un nuage de magie noire. Prise de vertige, elle tomba sous l'eau. Claude plongea aussitôt et l'entoura d'une bulle protectrice afin de la sauver. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, des lotus oniriques commencèrent à les attaquer. Claude sépara les bulles, parvenant à sauver Athanasia, mais il resta piégé en arrière. Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva dans les bras de Lucas. Il était venu parce qu'il avait senti qu'elle était en danger, et il remarqua que son ruban avait été trafiqué, ce qui avait transformé les lotus des rêves en monstres. Claude, quant à lui, était prisonnier après que sa magie de protection s'était activée, et il dormait désormais à l'intérieur de sa propre barrière. Lucas avait tenté de pénétrer dans son subconscient pour le réveiller, mais seuls ceux en qui Claude avait une confiance absolue pouvaient y entrer. Briser la barrière par la force endommagerait l'esprit de l'empereur. Athanasia se souvint alors des paroles de Félix, qui lui avait dit que Claude faisait entièrement confiance à elle et à l'impératrice Diana. Elle décida donc d'entrer dans la barrière afin de réveiller son père. Lucas l'avertit que la situation était extrêmement dangereuse. Claude était désormais considéré comme un élément étranger, et la source avait déjà commencé le processus de purification. Si Athanasia ne le sauvait pas avant la fin de la purification, ils seraient tous les deux effacés. Malgré tout, le danger restait immense.
Lucas lui expliqua que si elle échouait, les lotus oniriques dévoreraient son esprit et qu'elle ne reviendrait jamais. En repensant à ses souvenirs avec son père, Athanasia éclata en sanglots. Claude était la seule famille qui lui restait, et elle se moquait de ce qui pouvait lui arriver. Elle voulait simplement le sauver. Alors, elle supplia Lucas de l'aider. N'ayant pas d'autre choix, Lucas lança une magie de protection sur Athanasia. Elle ne durerait pas longtemps, mais une fois entrée dans la barrière, il la guiderait jusqu'au cœur de l'esprit de Claude. Cependant, elle devait revenir avant que la purification ne soit achevée. Lorsque la princesse entra dans l'esprit de Claude, Lucas lui dit qu'elle devait trouver le souvenir le plus profondément gravé en lui pour le réveiller. C'était le noyau de son esprit et sa seule chance. Athanasia tomba alors sur l'image de sa mère et se demanda si c'était ce souvenir que son père ne pouvait oublier. En s'en approchant, elle vit sa mère danser avec grâce lors du festival des moissons. C'était à ce moment-là que ses parents s'étaient rencontrés. Claude fut immédiatement subjugué par la beauté de Diana lorsqu'elle se présenta à lui. La princesse tenta d'appeler son père, mais elle se retrouva bientôt entourée d'innombrables souvenirs de sa mère. Elle en vit un où Claude refusait que Diana accouche, car si elle le faisait, leur enfant absorberait sa magie. Il ne pouvait supporter l'idée de la perdre, mais elle, de son côté, voulait absolument donner naissance à cet enfant. Finalement, Athanasia vint au monde, et Diana mourut peu après. Claude fut plongé dans un profond désespoir, perdant peu à peu la raison. Lucas expliqua alors à la princesse que c'était là le cœur de l'esprit de son père, et qu'elle devait le réveiller maintenant. Elle vit Claude pleurer seul dans sa chambre, se demandant pourquoi Diana continuait d'apparaître dans ses rêves. Un monde sans elle était un cauchemar, alors il décida de rejeter toutes ses émotions et d'oublier absolument tout. Alors que le monde se désagrégeait autour d'eux, Athanasia tenta de se réveiller, mais elle fut rejetée. Privé de couleur, le monde devint monochrome et terriblement ennuyeux. Claude y était complètement seul. Tout lui semblait fastidieux et irritant, mais il croyait que c'était ainsi qu'il aurait toujours dû être. Pendant ce temps, Athanasia continuait désespérément d'essayer de réveiller son père. Elle comprit enfin pourquoi le regard de son père était si froid lorsqu'il la fixait dans ses rêves. Malgré tout, elle tenta de briser la barrière à l'aide de sa magie. Malheureusement, sa magie ne fonctionnait absolument pas. Soudain, elle vit une image d'elle-même lui dire que la personne qu'elle essayait de sauver ne l'avait jamais aimée. Cela rappela à la princesse la première fois qu'elle avait rencontré son père dans ses rêves. À l'époque, elle était trop jeune pour assister au bal, et Claude s'était simplement éloigné d'elle. Elle désirait ardemment entendre quelques mots de son père, mais il ne daignait même pas poser les yeux sur elle. Athanasia espérait que son père assisterait à son bal de débutante. Cependant, tandis que tout le monde se moquait d'elle dans ses rêves, c'était Jeannette qui se tenait aux côtés de Claude. Son père ne voyait aucun intérêt à ce qu'elle étudie la magie, puisqu'elle n'en avait pas les capacités. Les gens ne pouvaient pas croire que la princesse d'Obélia soit incapable d'utiliser la magie. Même les servantes la considéraient comme un fardeau et se lassaient de devoir s'occuper d'elle. Athanasia tenta de s'arracher à ses souvenirs horribles, mais une voix lui murmura qu'elle était la cause de la mort de sa mère. À cause de cela, son père ne pourrait jamais lui pardonner. Pour gagner l'amour de son père, elle serait prête à utiliser la magie noire sans la moindre hésitation. Athanasia apporta des chocolats à son père, mais lorsque Jeannette décida d'en goûter un, elle s'effondra soudainement. La princesse fut immédiatement arrêtée. Elle avait été trompée par Anastasius, qui lui avait donné une potion en lui disant que, si elle la faisait boire à Claude, il lui montrerait enfin l'affection qu'elle désirait tant. Athanasia ignorait totalement qu'il s'agissait d'un poison. Malgré tout, elle s'accrochait au rêve d'un avenir heureux, jurant de ne plus jamais commettre les mêmes erreurs. Peu à peu, Athanasia commença à céder aux voix obscures qui lui disaient que son avenir était déjà scellé et que son père ne l'aimerait jamais, même si elle parvenait à le sauver. La magie noire prenait le dessus, mais Lucas faisait de son mieux pour la contenir, gagnant ainsi un peu de temps pour Athanasia. Alors qu'elle était prisonnière du lotus des rêves, elle entendit soudain une voix familière et nostalgique l'appeler. Une lumière éclatante jaillit de son front, la libérant instantanément. Elle vit alors sa mère descendre doucement vers elle. Encore sous le choc, la princesse sentit Diana couvrir son visage de baisers. Comprenant que la femme devant elle était réellement sa mère, Athanasia la serra fort dans ses bras, exprimant combien elle avait désiré la revoir.
Elle lui parla de ses rêves effrayants, mais Diana lui expliqua qu'il ne s'agissait pas de rêves. Dans le monde parallèle originel d'Athanasia, elle avait réellement vécu toutes ces épreuves. Lorsqu'elle avait été poussée d'un pont, Diana avait fait remonter le temps, la ramenant à l'instant de sa naissance et lui montrant l'avenir. En entendant cela, Athanasia eut l'impression que tout avait malgré tout tourné de la pire manière possible. Elle s'excusa alors de ne pas avoir eu la force de réveiller son papa. L'impératrice la félicita d'avoir enduré un destin aussi lourd pendant tout ce temps. Elle expliqua qu'elle avait scellé la magie d'Athanasia lorsqu'elle était bébé, mais qu'à présent qu'elle avait grandi, elle croyait que sa fille était capable de la maîtriser. Elle décida donc de lever le sceau afin qu'Athanasia puisse utiliser ses pouvoirs pour réveiller Claude. Alors que Diana déposait un baiser sur le front d'Athanasia, les pouvoirs de la princesse commencèrent lentement à se libérer. Elle lui dit de ne jamais oublier ses souvenirs chaleureux, lui rappelant que sa maman resterait à ses côtés pour toujours. Une fois le sceau levé, la princesse utilisa sa magie colossale pour faire pleuvoir des milliers de flèches sur la barrière de Claude, la brisant en éclats. Elle dit à son papa que le cauchemar était terminé et lui demanda de rentrer à la maison. Alors qu'elle s'approchait de lui, la magie noire tenta de l'attaquer, mais elle ne faisait pas le poids face à l'immense pouvoir de la princesse. Finalement, Claude se souvint qu'elle était sa fille. Après cela, tous deux quittèrent cet endroit, et leurs esprits retournèrent auprès de Lucas. Par la suite, Athanasia se retrouva dans un jardin, et Lucas apparut devant elle. Il avait décidé d'entrer dans ses rêves, puisqu'elle était toujours inconsciente. Il lui expliqua également qu'il avait renvoyé Claude au palais. Cependant, Lucas avait épuisé toute son énergie magique, ce qui l'avait fait régresser à sa forme enfantine. Il lui faudrait du temps pour récupérer sa magie. Il précisa aussi que l'affaire n'était pas encore totalement réglée, tant que le véritable instigateur n'aurait pas été démasqué. Il raconta qu'autrefois, il vivait seul dans une tour, entièrement absorbé par la magie. Il n'avait aucun intérêt pour les humains, mais avoua qu'Athanasia avait été sa toute première amie. Il désirait posséder assez de pouvoir pour la protéger lorsque le danger surgirait, mais à présent, il en manquait cruellement. C'est pour cette raison qu'il devait partir. Il demanda alors à la princesse de bien prendre soin d'elle. Il y avait encore tant de choses qu'elle voulait lui dire, mais Lucas se contenta de lui demander de l'attendre. Athanasia finit par se réveiller, découvrant Félix et Lily à son chevet. Apparemment, elle était restée endormie pendant 10 jours. Elle demanda aussitôt des nouvelles de son père et se précipita pour aller le voir. Malheureusement, Claude était toujours inconscient. Athanasia ne comprenait pas pourquoi il ne se réveillait pas, même après qu'elle l'eût sauvé. Malgré les avertissements de Lily et de Félix, elle commença à lui transmettre sa propre énergie magique. Cela suffit enfin à réveiller Claude, mais la princesse ne s'attendait absolument pas à ce que son père la repousse. Il lui demanda qui elle était et si elle était venue pour l'assassiner, la laissant totalement sous le choc. Pour une raison inconnue, Claude avait perdu tous ses souvenirs, mais grâce à l'intervention de Lily et de Félix, il lui accorda son pardon. Cependant, ce pardon s'accompagnait d'une condition. Athanasia devait être confinée au palais d'Émeraude. Selon Félix, Claude souffrait de terribles maux de tête depuis quelque temps déjà. Athanasia se demandait pourquoi l'offrande avait été acceptée par Rai et pourquoi son père avait perdu tous ses souvenirs. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement, alors elle envoya une lettre magique, espérant qu'elle parvienne jusqu'à Lucas. Pendant ce temps, Lucas traversait des montagnes enneigées et arrivait devant un arbre magique. Bon, il semble que nous allons quand même avoir l'arc où son père perd la mémoire. Mais d'accord, c'est ainsi que se termine la série.